de la Voie maltaise de Chicoutimi, voici votre podcast de hockey régional par la bande. Hey, les joies du live. Bonsoir. Bienvenue à cet épisode numéro 5 du podcast Par la bande, directement ici de la Voie maltaise de Chicoutimi. Et vous êtes de plus en plus nombreux, nos fidèles auditeurs, on vous salue, ceux qui nous écoutent à la maison, en direct ou en différé, parce que, évidemment, c'est possible de nous écouter toujours avec le live par diffusion Facebook, comme vous le faites actuellement, ceux qui sont en direct, et également les plateformes bien connues de diffusion, YouTube, Apple Podcast et également Spotify. Donc, tout ça est disponible. Donc, pour notre podcast Par la bande, sans plus tarder, je vous présente encore une fois notre équipe dynamique. Tout d'abord, notre ami Mathieu Chamberlain, le coach. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, toi, Jeff. Pas trop dur le retour aux sources? Un petit peu, honnêtement. Passer de 30 degrés à moins 10, là, de rouler le pack comme il était mercredi passé, pas facile. Il aurait fallu que tu ailles à Buffalo. À Buffalo, tu n'aurais pas eu de misère à revenir. Mais bon, ça a été très agréable. D'ailleurs, Marco Hood également qui est là. Bonsoir Marco, comment vas-tu? Bonsoir Jeff, je vais très bien. Bonsoir les boys, content d'être là. Excellent. Et notre ami Luc Boudreau, encore une fois. Salut Luc, comment ça va? Ça va bien, messieurs, vous autres? Très bien. Super bien. Je veux juste dire un petit mot, remercier toujours nos partenaires qui sont de plus en plus nombreux avec nous. La Voie maltaise, évidemment, Panorama Média, Best Buy, GI Performance et Récupération du Saguenay. Alors, ce soir, les gars, on a un menu, encore une fois, très chargé. Tu sais, on s'en jasait tantôt hors d'onde. Nos émissions sont très remplies, puis on trouve ça bien le fun. Ça fait quand même de la gestion, mais c'est vraiment agréable. On a beaucoup d'invités. Encore une fois, ce soir, ça va être la même chose. On va recevoir, entre autres, Steve Thériault, des Espoirs Saglac, qui va être avec nous tout à l'heure. Également, nous allons avoir nos amis du hockey mineur de Saguenay, M. Patrick Tremblay, M. Danny Chouinard, qui vont être là un petit peu plus tard dans l'émission. Et également, Zachary Gravel, le joueur de 20 ans des Saguenayens de Chicoutimi, qui va se joindre à nous un petit peu plus tard dans l'émission également. Tout ça au travers de nos discussions qu'on va faire, que ce soit en fin d'émission, peut-être plus sur le Canadien. Et également, je vous lance un petit peu, les gars. Ça fait quand même 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Il y a eu quand même beaucoup d'actions. Marco, entre autres, là, si on parle un petit peu de nos équipes régionales, surprenamment, entre autres, nos Sags, ça va bien. Ça va bien, honnêtement. Ben, ça va vraiment bien. Moi, je suis surpris. C'est 2 grosses victoires en fin de semaine. J'étais au match de samedi, Luc était au match de dimanche. Je vous dirais que samedi, contre le Cap-Breton, je m'attendais à une victoire. Le Cap-Breton terminait son voyage, avait joué la veille à Bécomo. Donc, tu sais, ça, on parle d'un club souvent qui vient se faire battre. Hein? Puis l'équipe était à plat. T'sais, concrètement, samedi, là, le Cap-Breton était à plat, mais ça n'enlève rien à la performance des Sags, évidemment. Bon voyage dans les Maritimes qui avait pourtant mal commencé à Rimouski. Très mal commencé. Tu sais, les Maritimes, cette année, c'est pas la division des Maritimes qu'on a connue dans le passé. C'est une division qui est accessible, mais de là à ce qu'on aille battre Saint John et Halifax, 2 matchs en ligne avec l'équipe qu'on a cette année, c'est ils n'ont pas des mauvaises équipes non plus. Halifax, c'est une très bonne équipe. Jordan Dumais qui est littéralement en feu. Effectivement. La Vallée fait un excellent travail du côté des Saguenayens aussi. Donné quand même, là, dimanche, je pense que ça finit 4. Les Sags ont gagné 4-3, mais il fait les arrêts importants, selon moi. Joue comme un 20 ans. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de leadership dans le filet. Donc, je pense que le gardien de la Vallée fait une grosse différence aussi également du côté des Sags. Oui. Il n'y a aucun doute. En parlant de gardien, on a maintenant un ménage à 3. Tu mentionnes ça, Luc, puis c'est sûr, il faut que la Vallée performe comme un vétéran de 20 ans parce que on n'est pas capable de donner une note à personne d'autre actuellement. Il n'y a pas le choix, sinon ils ne gagneront pas. Ils gagneront pas. Si la Vallée n'est pas là, c'est ça. Bonne chance. Et ce qui m'étonne de la Vallée, Luc, là, puis tu fais très bien d'en parler, là, ce qui m'étonne, c'est que ça arrive souvent dans un match où est-ce qu'il donne un mauvais but, mais il revient excessivement fort. Puis là, souvent, après un mauvais but, là, plusieurs arrêts-clés, les arrêts-clés, dans les fins de match, là, les arrêts-clés sont toujours là, toujours au rendez-vous.
Tu vois pourquoi ils ont été le chercher aussi. C'est un gars de caractère. Là, on se fera pas de cachette. Aucun doute. Ben, moi, je trouve ça le fun parce que c'est pas ce qu'on voyait en début de saison. Dans les premiers matchs, ça n'avait pas été facile pour lui. Justement, il faisait pas de gros arrêts, mais moi, je suis capable de donner crédit à un gars. Je pense que ce gars-là s'est vraiment levé là, dans les dernières semaines. Puis c'est le fun. Puis là, on y amène un petit peu d'aide. Je pense que c'est une bonne chose. Entre autres, un 3-3 en fin de semaine prochaine. Il arrivait de Shawinigan aussi, qui avait tout un club l'année d'avant. Oui, exactement. Puis il faut pas oublier, tu sais, il a pas pu jouer le match à Rimouski. Concrètement, on ne sait pas dans quel état il était. Là. Il a repris le net après. Pour les 3 matchs suivants, c'était pas des matchs si collés non plus. Mais concrètement, ça implique, là, comme je dis, là, je sais pas, là, est-ce qu'il était vraiment à 100%? Puis est-ce qu'on a un peu précipité son retour? Je pense qu'avec un gars de 20 ans, on peut être confiant que le gars il est capable de gérer et de dire quand il est prêt à jouer. Je pense qu'on a voulu protéger notre jeune aussi. Là. Après le match à Rimouski. Ça semble évident, là, parce que moi, je m'attendais peut-être de voir Ruggiero en fin de semaine, puis on l'a pas vu. Je pense que c'est écrit dans le ciel. Là. Malheureusement pour le jeune, je crois bien qu'au fait, on va le retourner dans la Ligue M18-3A. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Là. Je pense pour sa confiance aussi. Il faut qu'il joue des matchs. Tu peux pas avoir dans le hockey junior majeur un ménage à 3 d'un gardien de but. C'est impossible. Il faut absolument qu'on lui donne confiance. C'est pas en jouant dans cette ligue-là. Présentement, on s'entend, là, même s'il y a un bon coach avec lui, même s'il y a un gars de 20 ans avec lui qui est là pour le supporter, je pense pas que ça c'est la bonne décision. Qu'on s'est trompé ou non, il faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant. Pour le jeune, c'est quoi la meilleure décision? C'est de retourner dans la Ligue M18. Cette ligne-là, elle est toujours mince entre on garde le gars avec nous autres, puis il va s'améliorer pareil en prenant des shots du calibre. Surtout un gardien, un joueur, c'est tel que tel, mais un gardien de but, mais là, pour la confiance, c'est tellement fragile un gardien de but, puis c'est le nerf de la guerre, la confiance, un gardien de but. Ben, tu sais, moi, je trouve ça correct. Puis ça va être à confirmer, évidemment. Là, on n'a pas de secret des dieux là-dedans. Mais c'est pas fini. Il faut pas paniquer non plus. Je pense que le jeune va être bien entouré. Ça n'enlève rien au potentiel du jeune. Exactement. Exactement. Il ne faut pas paniquer avec ça. Puis juste un petit peu sur les marquis. Les gars, c'était plus tranquille un petit peu. Seulement un match en fin de semaine. La fin de semaine dernière également. Marquis, beaucoup de mouvements du côté de Bob Desjardins. Le défi avec les Marquis, c'est de garder l'alignement à jour. Le défi du côté des Marquis, c'est de faire une transaction par semaine. C'est ça. Les transactions, là, c'est. On se demande, là, des fois, quelqu'un qui suit ça de loin, là, ça devient mêlant. C'est du grand Bob Desjardins. Oui, en effet, puis je pense qu'ils n'ont pas terminé. On a ajouté un petit gars de la région, Maxime Dussault, qui avait fait le camp. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été excellent. Là, on l'a signé peut-être pour qu'il joue certains matchs avec les Marquis. On a ajouté également Jonathan Duhamel comme signature. On était cherché Hubert Poulain. C'est un tough qu'on a payé quand même assez cher. Mais je pense que là, il est blessé en espérant qu'il revienne rapidement. Mais je pense qu'on n'a pas le choix du côté des Marquis. Là, on ne pouvait pas continuer uniquement avec un petit peu la calotte de la toughness. On n'avait pas le choix. Puis on l'a vu en fin de semaine à Laval aussi. Oui. C'est fait brasser pas à peu près. Là. Mais nos amis de Laval. Ouais. Encore une fois. On reparlera pas. Allô, bonsoir les gens de Laval. bonsoir. Non, on les aime quand même, mais pas oublier aussi qu'on a changé le duo de gardien de but. Au complet. Au complet. On voit ça. Bob est assez audacieux à ce sens-là. Il faut que ça fonctionne. Parce que c'est pas comme si nos deux gardiens, Sanson et Leclerc, avaient mal fait en plus. Là. Moi, je voyais beaucoup de potentiel en Sanson. J'étais déçu qu'on échange Boily en début de saison parce que je le trouvais excellent. Pas gros, mais rapide sur les déplacements, fait des bons arrêts. Il performe à Rivière-du-Loup. Là. Allez regarder ses stats. Mais par contre, avec Sanson, c'était peut-être un mauvais match parce que c'est deux petits gardiens. Absolument. Puis Leclerc avait un contrat de 2 ans. Fait que peut-être qu'en début de saison, c'est ce qu'on voulait faire du côté de Bob Desjardins, mais on n'a pas pu le faire. J'imagine que le contrat de Francis Leclerc devait jouer dans la balance aussi au niveau des échanges. On a trouvé une équipe qui avait besoin d'un gardien de but. On a fait un échange. On verra. Là, il est trop tôt pour, je pense, pour parler un peu de l'avenir des Marquis aussi. Perdu un match en fin de semaine aussi, mais je pense que le temps de... Tu sais, faut pas oublier que tu rajoutes des nouveaux joueurs, la chimie, l'esprit d'équipe, c'est quand même difficile à de toute façon, on le sait. 2 minutes, là, dans le senior, on le sait, c'est après fête, ça se passe. Oui, mais Mathieu, ça aussi, il nous mentionne à l'oreille que ça va être après fête. C'est la même chose pour nous autres, mais souvent, absolument. Dans ces ligues-là, c'est souvent à domicile, tu as toujours un edge aussi. À domicile, tu as un meilleur line-up bien souvent. Fait
l'équipe qui visite. Absolument. Puis je veux parler aussi. Je suis allé rapidement, Jeff, dans la Ligue senior. Je suis allé voir le game de Mathieu Saint-Ambroise contre Saint-Ambroise. Mon Dieu, j'ai sorti mon accent de la baie. Écoutez, quand je vous ai vu, là, on a un petit groupe de messages, là, juste vous interrompre rapidement. J'étais à Miami, mais j'en rêvais ça avec vous autres, les boys, mais quand même... Mais il a fallu que je tasse le gars de sécurité pour aller prendre une photo avec Mathieu. Mais honnêtement, les gars, beaucoup d'ambiance. Pas parce que Mathieu est là, mais c'est très sincère. Là. Allez voir ces matchs-là. L'ambiance, le monde de Saint-Ambroise sont partisans. L'aréna est pleine. On a un bon match aussi. Première victoire du chalet ou des chalets flamands. Oh, la glace est brisée. La glace est brisée. C'est les chalets flamands. Donc, il y a plusieurs. C'est réglé. Donc, c'est réglé. Plusieurs chalets. Noël est réglé. On fait ça d'un chalet. Mais, mais en effet, c'est ça. Bon, allez-y. Mais tout dépendant du line-up que Mathieu a aussi. Des fois, c'est pas toujours évident, mais il y avait un excellent line-up. Il y avait des gars qui jouaient dans la Ligue nord-américaine de hockey qui étaient là. Il y avait aussi Yves Girard, un tough qui avait personne pour lui, malheureusement, contre Saint-Bruno. Là, je pense que les joueurs. Il joue dans ma ligue, moi, puis j'ai aucun problème avec. Moi, tu l'as essayé? Yves, de son surnom, le petit pas fin. Oui, c'est ça. Il cherchait quelqu'un pour qui danser, puis malheureusement, il n'y avait personne, mais au moins, je pense que c'est une bonne acquisition pour vous autres. Yves est quand même brillant pour se battre avec les bons gars. Fait que je suis pas inquiète de... Tout le monde pogne 2 pouces puis une dizaine de livres de plus dans l'alignement. Voilà, habituellement, c'est pas des gars, là, j'ai pas coaché à ce niveau-là, mais je pense pas que c'est des gars qui sont difficiles à gérer. Hein? Non. Ces gars-là, ils connaissent leur rôle. Ils me demandent pas de temps de glace en particulier ou quoi que ce soit, mais j'essaie de les faire jouer quand même. Comme Yves, il a dû faire un 10-12 chiffres pareil. Hein. Dans sa carrière, normalement, c'est 10-12 chiffres de plus que d'habitude. Les gars, tu sais, tantôt on parlait des marqués. Là. Oui. Avez-vous regardé le classement, comment c'est serré? C'est fou. C'est la pire année. Là, quand on dit que tout le monde peut battre tout le monde, c'est pire que pire. Même dans le junior, Marco, c'est extrêmement serré, à part Québec puis Sherbrooke, puis de 2-3 équipes. Absolument. Le reste, c'est serré. J'ai rarement vu ça. Il y a moins de grosses équipes cette année. Là. On verra là, concrètement au fait qu'est-ce qui va se passer avec la période d'échange. Évidemment, ça va bouger, mais c'est une saison particulière, je trouve. Il y aura peut-être des échanges aussi du côté du podcast par la bande. Au fait, on verra. On peut-tu changer un coach? Je suis quasiment inquiète. S'il ne gagne pas de ses fêtes, ça va pas arriver qu'on l'échange. Comme on en a parlé sur la page, Luc, là, si on fait des échanges, essayons de ne pas trop élargir le plan de caméra. On est assez complet. Mais les gars, en parlant de podcast, beaucoup de gens ce soir, c'est le fun, intéressant. Venez nous voir, c'est le fun en direct. Venez nous jaser aussi. Parler de hockey, c'est toujours le fun. Tantôt en entrée de jeu, effectivement, là, c'est tout le monde est bienvenu. On est même rendu avec des promotions le lundi soir ici à la Voie Maltais. Donc, informez-vous, abonnez-vous à la page Facebook si ce n'est pas déjà fait ou les autres pages de médias sociaux de la Voie Maltais. Les gars, le prochain show va être en décembre, un peu plus près de Noël aussi. Exact. Ça peut être une bonne occasion de venir prendre un verre avec nous autres et venir jaser là, avant ou après. Absolument. Je pense qu'on va passer tout de suite à notre premier invité, les gars. C'est notre ami Steve Thériault qui va se joindre à nous des Espoirs. Alors, on va lui demander de venir s'asseoir. Steve. On n'avait pas de tapis rouge, Steve. On est désolé. Il est fin prêt. Steve, avec ce si beau logo du bleu et or d'Arvida que j'aime beaucoup. C'est vrai, vous avez ça en commun? Moi aussi, étant impliqué, mais dans un autre sport que Steve, avec le basketball. Donc, Steve, premièrement, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Super bien. Merci beaucoup d'être là, Steve. Ça fait longtemps que qu'on te voit coacher, Steve. C'est le fun de vivre sa passion puis tu sais, gagner sa vie avec ça. Hein. Je commence vite, mais je suis étonné de voir des gars que ça fait longtemps qu'ils sont là, qui s'impliquent encore parce qu'on s'entend que tu fais ça aussi pour l'amour du sport, Steve. Hein? Oui, c'est vrai, puis je te dirais que j'y ai pensé en m'en venant, puis je me suis même remémoré que c'est toi qui m'as accueilli. Quand je me suis revenu dans la région, tu te souviens-tu? Oui, mais avant, on chicanait pas mal. Ouais, c'est quand ça. tu coachais à Bécomo. Mais je suis revenu dans la région, dans le fond, c'était pour justement remplacer Luc dans son équipe. Ça, c'était comme adjoint au 3 ou j'étais parti comme adjoint au 3, je pense. Puis t'étais avec le Bantam à ce moment-là. Puis j'étais parti de Rivière-du-Loup, du adjoint Midget 3. Je m'en venais m'occuper en chef du Bantam ici à la place à Luc, qui se réorientait. Puis ça fait quand même longtemps, là. Je pense que ça fait plus d'une douzaine d'années là, de ça.
C'est fou, pareil. Ben absolument. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on devrait en avoir plus des gars, des permanents ou des gars ou des filles qui sont capables de gagner leur vie avec ça dans la région. Puis je pense que c'est le mandat aussi que se donne Hockey Québec. J'imagine que dans les espoirs, est-ce que pas mal tout le monde travaille à temps plein là-dessus? Je pourrais dire que c'est de mieux en mieux, en fait, parce qu'au départ, là, faut que ce soit une passion, puis vivre de ça. Au début, on disait plus survivre de ça, là. Il fallait que tu fasses bien gros des sacrifices par rapport au niveau financier puis tout ça. Mais avec les années, là, c'est beaucoup mieux. On a beaucoup plus d'aide, puis je pense aussi là, que les organisations essaient de garder un peu plus là, des permanents, puis on est plusieurs. Là, en tout cas, chez les Espoirs, on est deux qui font ça à temps plein, puis les autres ont d'autres emplois, mais toujours dans le domaine du hockey. Là, c'est faire 2-3 choses dans le hockey pour te faire un salaire, une carrière. C'est toi puis William Bourque, c'est exactement, oui, l'entraîneur du Bantam. Parce que j'imagine que certains peuvent pas seulement faire ça. Il n'y en a pas beaucoup, j'imagine, qui peuvent seulement coacher une équipe à temps plein. On doit aller ailleurs un peu, faire de la supervision, faire des entraînements, avoir un partenariat avec le hockey mineur, faire certaines formations aussi, tu sais. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Pour te faire un salaire, en même temps, si on peut dire, sur 12 mois à temps plein, il faut que tu sois prêt à faire des à côté. Là. On a notre équipe qu'on s'occupe, mais il y a des programmes de sport-études, il y a le groupe Fusion des écoles de hockey, il y a le groupe Fusion Hockey qu'on peut créer. Oui, c'est ça. Des affaires comme ça qui fait qu'on réussit à vivre de notre passion. Je sais que tu es là pour les espoirs, mais justement, j'aimerais ça entendre parler un petit peu de groupe Fusion Hockey. Groupe Fusion Hockey, c'est venu un petit peu pendant la pandémie, là, vu qu'on n'avait pas de partie. C'est venu par la banque. Oui, exactement. C'est un beau jeu de mots, exact. Puis avec le temps, avec l'expérience, après avoir été quelques années avec le midget 3A aussi, puis tout ça, puis de voir que les jeunes étaient représentés par des agents, puis tout ça assez tôt dans leur vie, si on peut dire. Puis aussi l'été, là, aller à Québec ou à Montréal pour aller chercher du perfectionnement puis de l'entraînement estival. Fait qu'on a décidé avec Olivier Bouchard, Simon Godreau puis Gino Roberge de créer Groupe Fusion Hockey pour s'occuper là, vraiment là, du développement du talent sur notre territoire à régional. Nous, là. On n'avait rien envie à personne au niveau des compétences qui sont rattachées à l'athlète ou au sport ou au hockey. Au coaching non plus, on va se le dire. Exactement. Fait que on a voulu créer quelque chose pour garder les gens chez nous. Les jeunes n'auront jamais trop d'outils, là. Hein, on s'entend? Non, exactement. Les jeunes, ils prennent qu'est-ce qu'ils ont besoin ou qu'est-ce qui est offert, mais il n'y en aura jamais trop. Présentement, je pense que c'est beaucoup apprécié. Là, on s'implique avec le hockey mineur. On a plein d'idées, on a plein de projets. Puis tout est en fonction de redonner aux jeunes puis de maximiser leur développement. Je pense vraiment que vous venez de remplir un besoin qu'il y avait dans la région. Oui, exactement. Félicitations pour ça. Merci beaucoup. Moi, Steve, là, j'aimerais savoir, parce que ça fait longtemps, on en parlait tantôt, ça fait longtemps que tu gravites dans le monde du hockey, que tu es dans la région ici, mais les gens, des fois, te connaissent peut-être pas nécessairement d'où ton background vient. Tu sais, je sais que tu es un gars de la Côte-Nord. Explique-nous, là, comment tu as commencé. Est-ce que tu as surtout commencé au niveau joueur, par la suite l'entraîneur? J'aimerais ça t'entendre sur ton parcours. J'ai joué jusqu'à 20-21 ans, je dirais. Là. Je suis parti de la Côte-Nord, m'en venir jouer Midget 3, la première année que ça s'est appelé les élites de Jonquière, la saison 92-93. Après ça, repêché par Chicoutimi, sans avoir joué dans le junior majeur. Puis, je savais jeune que je voulais coacher, qu'entraîner des jeunes au hockey. Puis, vers 25-26 ans, là, j'étais rendu sur la Rive-Sud de Québec, à Lévis plus spécifiquement. Puis, j'ai été donné mon nom au hockey mineur. J'ai coaché à Tombe 2B. La première année, en travaillant là, dans mon domaine, l'architecture, je coachais le soir et les fins de semaine la Tombe 2B à Lévis. Vraiment une petite piqûre là, qui est venue. Puis là, avec le temps, j'ai voulu gagner ma vie à faire ça. C'était ça l'objectif à un moment donné. Puis je me levais le matin pour en arriver à ça. Puis je suis à ma 20e saison, peut-être 14 ans que je fais ça à temps plein. Ton objectif, je sais pas dans quel sens tu vas aller, Jeff, mais ton objectif de carrière, c'est. Puis les gars qui sont dans les espoirs, vous avez tous le même objectif d'aller le plus haut possible? Ou pour toi, peut-être qu'un jour, ça va être la fin et on va se tourner sur autre chose?
Je pense que quand tu es jeune, c'est que tu veux monter parce que tout ce qui est sexy, si on peut dire, mettons, tu veux te prouver, puis on a de l'ambition, fait qu'on veut monter. Moi, quand j'ai commencé à coacher, vouloir faire ça. T'avais pas de cheveux blancs. Non, j'avais pas de cheveux blancs. Puis, je voulais coacher Canadien, là, en fait, là, puis avec le temps, tu vis les choses, puis après ça, en vieillissant, les cheveux blancs apparaissent. Ça vient souvent avec d'autres responsabilités aussi. D'autres responsabilités, mais une sorte de sagesse aussi en même temps, je dirais. Puis, en vrai, la mission, comment je pourrais dire, il n'y a rien, pour moi, pour ma part, personnellement, c'était vraiment, il n'y a rien de mieux que de développer des jeunes, puis que ce soit au niveau du sport, de l'individu aussi en tant que tel. Ouais, surtout à l'âge que tu coaches maintenant, c'est un âge qui est assez critique pour un jeune aussi. Là. Puis c'est cette clientèle-là que j'aime coacher, parce que justement, je pense que je peux leur apporter beaucoup, puis après ça, c'est de les voir grandir là-dedans, eux, remplir leur objectif à eux, là, dans le fond. Puis justement, là, Steve, parlant de ton rôle cette année avec les Espoirs, t'as un mandat quand même qui est assez complet. T'es l'entraîneur de l'équipe, si je ne m'abuse, des M17, exactement, mais tu chapeautes un petit peu toute la structure en tant que telle là, des Espoirs. Avec l'expérience que j'ai, j'essaie d'apporter un peu de mon bagage, là, mettons, comme avec William. On travaille ensemble parce que William, juste pour vite, eux s'entraînent le matin, les jeunes ont comme un horaire inversé. Fait que j'embarque le matin, je suis l'adjoint Williams à la glace au niveau des entraînements. Puis lui, il embarque avec moi l'après-midi, 2 à 3 fois par semaine. De cette façon-là, on s'aide comme ça. Ça donne du bagage, ça permet de préparer un gars comme William qui veut faire carrière là-dedans, mais ça donne un coup de main pour les préparer à se développer et tout ça. Et surtout avec l'expérience que tu as eue aussi dans le coaching. Là, tu as été dans le midget, anciennement midget 3, maintenant M18. Là. Mais justement, Will, qui est un bon jeune coach qui veut monter, je pense qu'avec un gars comme toi, c'est ça, exactement. Puis, aujourd'hui, là, si je prends le Pee-Wee, le M13, là, le Pee-Wee relève, c'est Élie Filion qui est l'entraîneur en chef cette année. Puis, là, 3 ans, c'était mon capitaine au niveau du M17. Fait que, puis il y a des adjoints, je les ai coachés midget 3, là 5-6 ans. Fait que ça fait une belle ambiance, c'est le fun. Pour eux autres, c'est sûrement rassurant de savoir que tu es là, qu'ils peuvent se référer à toi aussi. Là, c'est un service après-vente. Parce que Steve, il y a une chose qui est importante, excuse-moi Marco, là, c'est que tu parles on parle de quelqu'un de très jeune, là, il y a à peine 20 ans. Les jeunes aujourd'hui, là, il y en a qui sont allumés pas à peu près. Là. Comparativement, là, à nous autres, dans notre temps, on est des moins jeunes, mettons. Là. Il y en avait des allumés aussi, mais il y a des jeunes maintenant, avec les technologies, qui sont extrêmement à l'aise. Je pense que même vous autres, ils peuvent vous amener des choses intéressantes aussi. Oui, il faut être ouvert d'esprit. Puis moi, j'en prends de tout le monde. Là. Encore, on en jasait tantôt avec Danny. Encore la semaine passée, ou il y a 2 semaines, on changeait des affaires. Puis c'est venu d'ailleurs. Puis mon M17 en bénéficie aujourd'hui. C'est sûr que quand le jeune il a joué dans la structure en plus, puis il a gravi les échelons, le M13, le M15, le M17, frôlé le M18 ou qui a joué, là, je ne sais pas pour le jeune. Le jeune, il en a tellement vu beaucoup. Il y a beaucoup de bagages déjà comme joueur. Moi, ce qui m'impressionne, c'est les jeunes. Moi, quand j'ai commencé à coacher, je voulais être sûr de ne pas sauter d'étape. J'avais comme une crainte, admettons, de ne pas être en mesure, de ne pas être capable de livrer et tout ça. Puis les jeunes, ils sautent pieds joints, tu sais. Prendre un Pee-Wee, un M13, c'est de l'élite quand même, là, ou ben non, un M15 relève. Ben, tu sais, ça prend une certaine confiance quand même, puis tout ça. Là. Parce qu'il y a de la pression au niveau des parents qui investissent quand même des bons montants. C'est quelque chose de gros, là. Mais moi, ça m'impressionne chez les jeunes, puis ils livrent quand même bien la marchandise. Puis pour en revenir, admettons, à ceux qui sont là, la relève qui est là, puis qu'on a déjà entraîné. Mais là, le fait qu'ils sont adultes, ils nous rappellent, ils nous donnent des anecdotes que eux, quand ils étaient joueurs, comment que eux percevaient nos affaires. Tu sais, quand on sort de la chambre, ça permet de s'améliorer encore à 45 ans parce que, dans le fond, ça démontre comment que ça avait été perçu, tu sais, puis tout ça. Là. C'est drôle. Steve, c'est correct? Oui, vas-y. Non, tu sais, ça fait longtemps que tu coaches. Tu sais, le mode de coaching, on s'entend qu'il était différent il y a quelques années par rapport à aujourd'hui. Puis pour perdurer, je pense, dans ce milieu-là,
faut que tu t'ajustes en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, puis comment tu t'es adapté à tout ça pour être encore là aujourd'hui, tu sais? Ouais, faut vraiment... c'est vrai ce que tu dis, puis c'est vraiment une bonne question. Il a vraiment fallu s'adapter. Puis je pense que c'est venu avec les cheveux gris et la sagesse aussi, là. Tu sais, à un moment donné, c'est pas la même chose, là. Le fait d'avoir un enfant aussi, c'est... Ouais. Moi, quand j'en ai eu un, j'aurais pas coaché... Quand la même façon, c'est clair aujourd'hui, puis je le dis souvent. Là, Steve, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de s'adapter. Il y en a que je côtoyais avant qui ont arrêté parce qu'ils n'ont pas été en mesure de continuer avec les changements, justement. Puis je pense qu'il faut, à la base, fondamentalement, être une bonne personne. Puis parce que, tu sais, des fois, c'est des pièces de théâtre, là, comme moi j'appelais ça, là, sans lever le ton, ben non... donner un show après ça, on rit programmer tes sorties avec mon bon cop, bad cop, là. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est 100% zen, comme on peut dire. Puis, même avec les arbitres. On dirait que ça donne le goût, Luc. Ça donne le goût, non? Puis, oui. Midget 3, je laissais pas ma place avec les arbitres, là. Puis aujourd'hui, ben, c'est d'autres choses. Puis, un dialogue différent. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'il parle à Patrick Roy, lui, peut-être un peu. Oui, ben certains coachs qui sont pas ajustés encore aujourd'hui. Ça va pas bien cette année, là, Patrick. Ça va pas, excuse-moi, ça va pas bien cette année, là. Ça n'a jamais été super. Richard Martel sort de ce corps, là. C'était pas très évident, là. C'est un gars qui coach pareil à ce qu'il coachait. Tu as coaché aussi contre lui, je pense. C'est quand tu parles à certains gars qui ont joué pour lui, c'était peut-être une autre époque. Ouais. C'était assez marquant. Là. Mais tu sais, je coachais une anecdote rapide, là, je sais pas si tu l'as fait, mais je coachais Bantam 2A contre lui, puis il coachait son fils de l'autre côté. Ça se glisse bien dans une conversation, je trouve. Oui, mais j'ai pas de mérite, puis j'aime pas ce qui est arrivé. Je pense que c'était rendu 7-8-1 l'autre bord. Coachait Séminaire Saint-François, il y avait un club pacté. On pognait des punitions, évidemment, puis il envoyait tout le temps son premier trio de powerplay. Puis un moment donné, je dis, voyons, Chris, c'est assez, 6 balles, tu sais, c'est 7-1. Là, il me montre sa bague. Fait que qu'est-ce que tu veux répondre avec ça? Comme si c'était nécessaire. Je m'excuse, j'ai pas de bague de la Coupe Stanley. Fait que je vais fermer ma gueule. Comment? Il monte ton autre doigt. Ah non. Non, Luc, il est trop gentleman. Mais pour finir avec tout ça, c'est qu'il faut s'adapter. Puis je pense que Steve, c'est un bon exemple. Il y en a encore des coachs là, qui coachent comme en 1990 ou en début 2000, parce qu'on s'entend que ça fait quoi? 5, 6, 7 ans qu'on est plus zen ou que vous êtes plus zen. Là. Ça fait pas si longtemps que ça. Non, ça fait pas si longtemps que ça. Puis, tu sais, surtout dans les 2 dernières années, là, je trouve que c'est tellement dangereux puis fragile. Là, moi, je me l'ai posé la question là, de si j'allais être en mesure, parce que des fois, comment je pourrais dire, c'est comment que c'est perçu ou de quoi de même. Là. On a un langage c'est un petit peu plus coloré, si on peut dire. Faut le faire, là, pour stimuler. Sauf qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire attention à tout ça. Puis, faut jamais que... Je pense que quand tu es un entraîneur, jusqu'à un certain degré, le fait d'être émotif, c'est quand même une force, mais il faut vraiment que toute la tête, il faut qu'elle contrôle tout ça, dans le fond. Faut que tu sortes au bon moment ton émotion. Il faut que ta tête contrôle tout, puis c'est important justement de rester en contrôle. Moi, Steve, je sais que c'est 2 organisations distinctes. Je t'ai coupé, Jeff? Pas du tout. Je sais que c'est 2 organisations distinctes, mais est-ce qu'il y a une communication constante avec le M18, avez-vous un plan de match commun ou on n'a pas une façon de travailler? C'est vraiment ça. Le fait que ces 2 organisations distinctes, je te dirais que ça pourrait vraiment être mieux que ça l'est. Mais il reste que, tu sais, moi, Simon Tremblay, pour avoir travaillé avec lui pendant les 5 années, c'est un ami. Fait que le fait que Simon s'occupe des DG, directeur général des élites, ben, c'est sûr et certain qu'il y a une bonne communication là, entre moi et le M18 de par Simon Tremblay. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, Steve, là, cette saison, si on parle entre autres de ton équipe M17, pour les gens qui suivent ça plus de loin, comment ça se déroule la saison? Est-ce que c'est surtout des tournois où vous jouez quand même une saison régulière un petit peu partout au Québec ou c'est plus régional? Une saison régulière d'une 30aine de parties, je dirais, je ne sais pas si c'est 30 ou 32. Dans ces environs-là. Quand même beaucoup de matchs. Il y a deux tournois qui regroupent toutes les équipes M17 du Québec. Il y en a eu un il y a 2 semaines à Québec.
puis il y en a un autre en février, là, si je me trompe pas. C'est dans le coin là, de Montréal, là, dans ce coin-là. Là. Puis après ça, il y a les séries et les championnats provinciaux. Là. On a une quinzaine de parties de jouer jusqu'à maintenant, puis il doit rester à peu près minimum 30-35 parties à jouer au total. Très bon début de saison aussi. Oui, surprenant, je dirais. Ben surprenant. Oui puis non. Ben oui puis non. Comme je disais tantôt, là, avant que ça commence, là, on avait quand même un gros mandat en novembre. Je trouvais là, le calendrier... on va approcher 15 parties, 10 sur la route, 5 à la maison. Juste ça, c'est quand même, ça fait que il y a un niveau de difficulté pareil. Puis là, jusqu'à la date, les jeunes, là, je relève mon chapeau. Là, encore hier, là, on perdait 2-0. On était en Beauce, à Sainte-Marie-de-Beauce, c'est 2-0. Il reste 10 minutes à jouer, puis on a gagné 3-2. Puis les jeunes ont payé le prix, ils ont eu mal. Là, c'était vraiment physique, ils ont eu mal. Puis on leur dit de garder le sourire. T'sais, c'est dur, mais on leur dit de garder le moral puis le sourire. Puis c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Faut que tu... Faut que tu t'amuses. C'est ça, exactement. Des étapes, puis prendre ça... c'est correct aussi. Ben ouais. Puis les belles choses arrivent là, dans ce temps-là. Là. Steve, la question qui tue... c'est la première fois qu'on l'utilise, d'ailleurs. Oui, là, les lumières, ça se passe. J'espère que ça en est une bonne. Non, mais tu sais, on parle beaucoup du développement des joueurs dans la région. On sort pas beaucoup de joueurs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on s'entend là-dessus. Comparativement des régions qui ont le même bassin que nous autres, on s'entend. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en mesure d'aller au-delà de tout ça? Je sais pas, tu sais, je suis plus dans le milieu, ça fait un bout, Steve, mais qu'est-ce qui fait que des équipes comme dans le Bas-Saint-Laurent ont des choix de première ronde, ont plusieurs joueurs qui sortent? Qu'est-ce qui manque dans la région, en fait? Il manque-tu quelque chose ou c'est parce que le bassin est tout simplement là? Mais pourtant, si je me compare à d'autres endroits, on n'est pas si mal non plus. Hein? Mais je pense qu'il y a quand même des bonnes choses qui sont faites. Ça dépend aussi des cohortes, si on peut dire. Mettons, il y a des années là, qu'il y a des meilleurs joueurs de talent que d'autres. Je pense qu'il y a plein d'affaires qui sont en place dans la région présentement pour ça y aille de mieux en mieux. Il y a la Côte-Nord que je dirais qui demeure un territoire, on va le dire comme ça, entre guillemets, à défricher encore plus. D'aller plus s'investir pour justement aller, pas avoir peur. Parce que la différence entre le Bas-Saint-Laurent, pour y avoir été 2 ans, là, entre le Bas-Saint-Laurent et chez nous, c'est que au Bas-Saint-Laurent, ça fait longtemps. Je suis allé, il fait peut-être une quinzaine d'années, 2 ans avec les Albatros, puis la Gaspésie, les îles de la Madeleine, tout était défriché déjà, même l'été, là, au niveau estival. Les jeunes partaient des îles, puis oui, pour aller jouer au hockey dans le double lettre à Montjoly. C'était des gros sacrifices, mais ça prenait un encadrement pour tout ça, justement. Puis là, je pense qu'on avait un petit peu de retard face à ça, à comparer à eux. Puis, sauf que je pense que tout ce qui est... Il y a beaucoup de gens qui font du hockey présentement dans la région pour les bonnes raisons, puis que ça va juste permettre d'aller justement là, pallier à ces lacunes-là pour ce qui est de... Il y en a déjà eu beaucoup, là il y en a un petit peu moins, ça va revenir, mais ce qui est important, c'est que faut que ça revienne de façon constante. T'sais. Commencer par la base, puis que la base, elle soit... qu'il y en ait toujours là, un meilleur niveau, un meilleur ratio, si on peut dire, puis que ça reste comme ça. Je pense... Sur la Côte-Nord, Steve, maintenant, il y a du M13 puis du M15, c'est ça? Mais il n'y a pas de M17. Non. Ça, c'est votre territoire à vous autres. Oui, exact. Mais il y avait une équipe avant. Ça, c'est... Oui, il y en avait depuis avant. Quelques années, ouais, depuis quelques années. C'est justement, là, Danny qui va vous parler tantôt, il était là quand même là, quelques années, s'occuper du programme. Puis il pourrait vous le dire, là, comme de quoi c'était pas nécessairement quelque chose de facile, c'est la Côte-Nord, mais plus d'ouverture d'esprit. On est allé cet été avec GFH faire des fins de semaine, puis on semer une graine. Puis après ça, ben, c'est de continuer dans ce sens-là. Puis après ça, ben, c'est ça. Ça va venir. Moi, perso, dans la région, je trouve qu'il y a trop de clubs élites, là. Ça, je pense que c'est l'erreur qu'on fait avec le scolaire. Je pense que ça va prendre dans le futur. Je pense que les gens en place travaillent là-dessus. Là. Je le sens puis je le vois. Je pense qu'il y a
y a trop d'équipes qui vont chercher des joueurs. Je pense que ça prend une équipe élite qui vont jouer avec les bons joueurs, pas 2-3 où on va mélanger les bons joueurs. Je pense que là-dessus, on a une petite lacune au niveau du développement. Puis je pense en tout cas, du moins, ça c'est mon opinion bien personnelle, peut-être que je me trompe, là. Mais je pense qu'on travaille là-dessus. Puis je pense que c'est important d'avoir une bonne collaboration justement entre les structures dans la région. Je parlais à Pat Filion, puis c'est son objectif aussi de faire ça. Là. Ça, la collaboration, il faut qu'elle soit là. Ça, c'est certain. Puis, tu sais, par rapport à ce que tu dis, moi, il y a quelque chose que je me dois de respecter, c'est... comment je pourrais dire? Il y a une clientèle, tu sais, pour chaque service, si on peut dire. Puis le jeune, si lui... Tu sais, mettons exemple, je dis ça comme ça, tu sais, le jeune d'Alma, si lui... même si c'est le meilleur joueur de la région, s'il veut vivre, s'il veut aller à l'école où il est là en ce moment, puis s'il veut jouer dans le programme qui est offert chez lui avec ses chums, tout ça, ben ça, c'est légitime à lui, puis il faut respecter ça. Puis oui, il y a beaucoup d'équipes. Oui, il y a beaucoup d'équipes, mais il faut respecter le fait que le jeune a le droit de jouer ce qu'il veut jouer. Absolument. Ben écoute, Steve, on te remercie énormément de ta présence à l'émission. On va vous suivre toute l'année. Puis merci beaucoup encore, puis bonne chance avec toutes vos équipes des Espoirs Saint-Lac. Ben, merci beaucoup. Merci, Steve. Continuation, Steve. Merci. Félicitations pour l'implication, Oui. Steve, à travers les années. Là, c'est vraiment très louable. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci, Steve. Fait que, Luc, je te cède la parole maintenant. Tu vas nous parler de nos amis de GI Performance. Alors, à toi la parole. Oui, en mon fait, cher. GI Performance de l'équipe de Gino Roberge, qui est maintenant, excuse-moi, Aucun problème. qui est maintenant un de nos partenaires au podcast. Puis, ce que je veux dire aujourd'hui pour GI Performance, c'est maintenant la référence que Gino me disait. C'est la référence en préparation physique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, c'est un spécialiste aussi dans le développement des joueurs de hockey au Saguenay. Puis peut-être partout au Québec, là, je pense qu'on offre des services un petit peu partout. Tu parlais d'un genre d'accréditation de Hockey Québec. Oui, exact. Donc, c'est pour le développement du joueur, c'est important. Si tu veux te développer en tant que joueur tant individuel, peut-être plus individuel là, que collectif, je pense que c'est l'endroit à aller. Si on veut progresser aussi, on parlait de progression d'un autre niveau, c'est sûr qu'il faut faire certains sacrifices. Je pense que GI Performance peuvent t'amener à un certain niveau de préparation physique qui est optimal. On a formé ou on a préparé des joueurs comme Vincent Collard qui joue pour Bécomo présentement, Olivier Rodrigue qui, je sais pas s'il joue encore dans la Ligue américaine, là, mais Olivier, c'est quelqu'un fils à... Oui, exactement. Nicolas Roy, Frédéric Allard, Mathieu Tremblay qui joue en Europe, Hugo Savinski sont tous des gars qui ont fait confiance à GI Performance. Donc, on aura l'occasion aussi, durant le podcast, au cours de la saison, de parler à Gino qui va venir nous parler de préparation physique qui va être super intéressant. Donc, merci à la gang de GI Performance qui sont partenaires avec le podcast Par la bande depuis maintenant quelques semaines. Donc, merci beaucoup. Maintenant, Jean-François est parti. On va parler avec un nouveau partenariat aussi également qui sont avec nous aussi, qui nous ont approchés pour travailler avec Par la bande, qu'on est très, très fiers. C'est les gens du hockey mineur de Saguenay. On va accueillir le directeur général, c'est Danny Chouinard, et le président, Patrick Tremblay. On va vous laisser votre place, messieurs. Bonsoir, messieurs. Salut les gars. Salut les gars. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, merci pour la confiance, les gars. Oui, exactement. C'est un partenariat. C'est Patrick qui m'a approché pour travailler avec nous. Maintenant, Patrick, je vais te laisser la parole aussi. Pourquoi avez-vous décidé de travailler avec Par la bande? C'est quoi les objectifs aussi de notre partenariat ensemble? Je te laisse l'expliquer aussi. Bien, comme tu sais, on a eu quand même quelques discussions par rapport à notre implication au niveau du hockey mineur, puis avec votre podcast Par la bande. C'est sûr qu'en voyant l'objectif que vous aviez de parler du hockey mineur dans la région, pour nous, c'était vraiment une belle occasion d'amener aussi le volet positif de ce qui se passe au hockey mineur. Donc, on ne veut pas seulement entendre parler des événements négatifs qui arrivent tout au long de l'année, malgré que les médias traditionnels couvrent souvent nos événements, les tournois, ces choses-là. Bien, souvent, ça arrivait qu'ils couvraient plus en profondeur, si on peut dire, des événements négatifs. Puis ce qu'on voulait, l'objectif, moi puis le conseil d'administration, c'est justement de dire, bien, il y a des belles histoires dans le hockey mineur, il y a des bénévoles qui sont impliqués, il y a des gens que ça fait des années qui donnent du temps. On a nos employés aussi. Donc, c'est de faire connaître aussi au public, à votre public, qu'est-ce qui se passe au niveau hockey mineur, mais de façon un peu plus positive.
Danny, ça va fonctionner comment, le partenariat? Je te laisse l'expliquer aussi. Je pense que moi, je le sais, mais pour les gens à la maison, on va continuer quand même à parler de hockey mineur. Ce ne sera pas toujours de notre côté. Des fois, on va avoir des choses à dire, mais je pense que d'amener... Parce qu'il y a pas mal plus, on s'entend, de positif que de négatif. C'est ce qu'on veut faire découvrir dans ce partenariat-là. Ben exactement. On a des partenaires, on a des collaborateurs, des bénévoles qui travaillent avec nous autres. On veut les présenter un petit peu. Présenter ces gens-là, aller voir les événements aussi qui sont d'importance puis qui méritent d'être un petit peu plus soulignés, un petit peu plus mettre d'emphase là-dessus. On va avoir des articles sur nos bénévoles, présenter les employés également. Puis après ça, mettre l'accent aussi sur nos entraîneurs, présenter nos entraîneurs, nos gérants de longue date, ceux-là qui travaillent, qui donnent du temps là, depuis longtemps pour les jeunes. Exact. Puis je pense que ça va être le fun. Là. On va débuter déjà des articles, peut-être la semaine prochaine ou dans l'autre, où ce que vous allez pouvoir, comme Danny dit, présenter quelqu'un qui fait un bon coup aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Trop souvent dans les médias, on parle de l'arbitre qui s'est fait frapper, on parle du coach qui a tiré une poubelle, mais combien il y a de gens de cœur qui s'impliquent au niveau du hockey? Je pense que c'est important de le mentionner. Puis c'est comme ça, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Patrick, en tant que président, c'est comme ça qu'on va aller peut-être chercher d'autres memberships puis garder nos jeunes à jouer au hockey aussi, hein? C'est en plein ça. On a des jeunes, on a quoi, 1200, 1300 jeunes au hockey mineur. Il y a des gens dans les arénas à tous les soirs. Il y a des gens dans les arénas à toutes les fins de semaine. Il arrive quand même pas beaucoup d'événements malheureux. Oui, il en arrive, comme tu disais, un coach qui se désorganise, un parent dans les estrades aussi, même un jeune aussi, ça peut arriver. Mais au nombre d'heures de hockey qu'on a dans la région au niveau du hockey mineur, c'est quand même minime comme événement. Mais c'est souvent là-dessus qu'on met un peu plus d'attention. C'est l'objectif d'être avec vous aujourd'hui, puis tout au long de la saison, puis de faire connaître un peu nos activités. On s'entend dans une organisation comme la vôtre, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais malheureusement, la médiatisation souvent va focusser plus sur le négatif que sur le positif. Je pense que c'est un peu ce qu'on veut faire aussi dans le podcast, puis avec notre association avec vous autres, c'est de focusser sur le positif. Puis on s'empêchera malheureux. On devra parler de certains événements quand il y en aura, espérons-le, le plus positivement possible, là. Mais on a la capacité d'analyse là, avec des gars qui ont coaché beaucoup, avec une œil externe d'analyste. Là. On va toujours être capable d'aller chercher la bonne vision, puis on va se parler aussi, pour avoir votre version. Puis vous allez pouvoir revenir quand vous voulez pour en parler, pour mettre les points sur les i à l'occasion si c'est nécessaire. Je pense que plus on parle, vous allez être d'accord avec moi, les gars, plus on parle de positif, plus ça va nous amener. Je pense que c'est là le nerf de la guerre dans ce partenariat-là. Danny ou Patrick, celui-là qui veut me répondre là-dessus, le développement du hockey mineur à Saguenay, ça va comment? Vous voulez en parler un peu, Patrick? Bien, ça va bien. C'est sûr qu'on a des enjeux comme toutes les organisations. T'sais, on sort de la pandémie depuis 2 ans. Ça n'a pas été facile pour nous, puis comme les autres associations aussi, autant du hockey ou les autres sports aussi également. Donc, nous, notre objectif en premier, c'était de garder nos employés, ce qu'on était capable de faire pendant ces 2 années-là. On savait que lorsque ça allait redémarrer le hockey, bien, tout le monde allait vouloir que ça redémarre rapidement. Puis la clé du succès, c'était nos employés permanents, donc on était capable de les garder. Mais c'est sûr que le développement du hockey, ça passe par la collaboration entre, vous en avez parlé un peu avec Steve tout à l'heure. Le Saguenay, c'est petit. Là. Il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'équipes, comme tu disais. Il y a le hockey scolaire qui est en développement. Il y a la structure intégrée. Bien, l'idée, c'est que tout le monde travaille ensemble. Je veux dire, on est quand même une petite ville. Il y a beaucoup d'intervenants. Si tout le monde se met à la même table, on trouve à s'entendre, de ne pas aller jouer ses plates-bandes de l'autre, mais de trouver des objectifs communs ensemble puis de faire avancer le hockey. On a vu le rapport de Denis aussi, si vous n'avez parlé dans d'autres émissions qui est arrivé dernièrement. Bien, on va voir ce que Hockey Québec va faire avec ça, puis comment que nous, les associations du hockey mineur, vont s'intégrer là-dedans. On parlait un peu de clientèle scolaire, le hockey mineur. Comment ça se passe, Danny, à ce niveau-là? Ça ne doit pas être évident parce qu'on a dû, j'imagine, baisser le nombre d'équipes au hockey mineur de Saguenay, mais pas nécessairement le nombre de joueurs. Ça se peut-tu? Puis comment la collaboration avec tout ce beau monde-là? Bien, t'en parlais un petit peu tantôt. Oui. L'offre de services des différents niveaux est présente, mais le nombre de joueurs reste le même. Donc, tout le monde pige dans le même bassin. Nous autres, ce qu'on essaie, c'est le plus possible de collaborer avec les gens et d'essayer de pas nécessairement nuire au développement, mais d'un autre côté, il faut préserver un petit peu
puis des niveaux de jeu. Il faut préserver notre nom d'équipe. Les gens nous demandent d'équilibrer les équipes sur les territoires. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que si on a une perte de joueurs dans certains calibres, mais ça va déséquilibrer en bout de ligne. Fait que là, il faut trouver des solutions, il faut trouver des façons de s'ajuster tranquillement, mais d'un autre côté, on est très compréhensif aussi. On comprend très bien que les écoles veulent développer leur hockey dans les écoles. On sait très bien que nos ligues sont fragiles également. Je pense surtout au M15 puis au M18 qui de plus en plus là, c'est de plus en plus difficile là, d'avoir des joueurs. Puis c'est dans ces calibres-là qu'on en perd le plus. Fait que c'est un challenge. Il faut parler. C'est sûr qu'il faut en discuter. Il faut essayer de trouver des solutions avec les instances. Là, en espérant que le rapport Marc Denis ne sera pas tabletté, mais nous autres, on travaille avec ce qu'on a, puis on est encore en discussion là, pour justement essayer de trouver des compromis puis de faire ce qu'il faut pour que tout le monde trouve son compte. Puis en bout de ligne, c'est, excuse-moi Patrick, en bout de ligne, c'est les jeunes qui sont chanceux. L'offre de service est grande, ils ont du choix. Puis, tu sais, pour reprendre ce que Steve disait, vous n'avez pas le choix. Le jeune, il a le choix, puis avec ses parents, ils vont prendre la meilleure décision pour son intérêt. Pour eux autres. Oui, c'est en plein ça. Puis il ne faut pas oublier non plus le côté accessibilité. Je veux dire, le hockey scolaire, le hockey mineur, c'est des produits différents. Puis nous, notre objectif au hockey mineur, c'est toujours de garder l'accessibilité, c'est-à-dire le coût d'inscription, si je peux parler, le plus bas possible. Si on parle à peu près 380, 390 ou 400 $, je ne me souviens plus du chiffre exact cette année. Comparativement du hockey scolaire, qu'on parle de 5 à 6 000 $ d'inscription par année, c'est pas tout le monde. Si le jeune, il veut jouer un hockey une certaine compétition, bien, comme Danny disait, il faut protéger nos ligues pour que tout le monde puisse trouver leur compte et être capable d'œuvrer dans un calibre. Mais nous, de notre côté, ça va toujours rester que le hockey demeure accessible à un plus grand nombre de personnes possible. Puis, on a des parents, on a des ententes de paiement avec certaines familles qui ont 2, 3, 4 joueurs dans la même famille. Donc, on leur permet justement de pouvoir faire du hockey, mais à des coûts qui sont vraiment le plus bas possible. Puis, c'est une question qu'on se posait à un moment donné parce que on jasait, je sais pas si on avait une bière ou deux de prix, mais on parlait de fondation de par la bande, qu'on aimerait ça peut-être avec les commanditaires ou les partenaires qu'on va chercher, parce que nous, on fait pas ça pour les sous, là, de peut-être redonner. Penses-tu qu'un organisme pourrait acheter de l'équipement? Est-ce que ça aiderait à aller chercher des joueurs? Si par exemple, nous, on dit à toutes les années, on commandite 5 joueurs qui ont besoin ou qui voudraient jouer au hockey. Équipement complet. Il y en a sûrement, on dévie un peu, mais il y en a Danny sûrement qui Danny est prêt à dire oui. C'était bon de trouver un commanditaire qui est bon pour se rendre pour avoir des équipements neufs d'aréna. C'est sûr et certain que ça va attirer du monde. Ça, c'était ma prochaine question. Le baseball est en progression parce qu'ils mettent des gazons synthétiques puis tout ça, puis ils ont de l'équipement, puis les installations sont belles. Le soccer, c'est la même chose. Nous autres, les gens de la ville font un travail extraordinaire pour faire du neuf avec du vieux, puis travailler avec ce qu'on a, mais les installations, malheureusement, ben ça s'en va sur la pente descendante plus que sur la pente montante. Parle-nous pas là-dessus, Danny. Mais c'est la réalité pareille, Danny. Ouais. Hein? Ah oui, c'est ça. Mais tu sais, je comprends même pas pourquoi on va là-dessus rapidement. Là. On reviendra sur... je comprends pas qu'on a un projet, on a des investisseurs, ça marche partout, puis chez nous, c'est compliqué encore. Je comprends même pas pourquoi peu importe ceux-là qui décident, n'avaient pas sorti de dire c'est un excellent projet, on va le faire, ça va être fait d'ici tant d'années, c'est sûr que ça va marcher. L'autoroute n'est pas finie. Des résultats trop rapidement. L'autoroute n'est pas finie. L'autoroute n'est pas finie, je chicane encore savoir ce qu'ils vont en placer. Là, qui veut des résultats rapidement, puis tout de suite, nous autres, là, quand on en a ça parlé... fait longtemps qu'on en parle, Marco. Résultats rapides, c'est bol. Oui, je comprends, Luc, là, mais tu sais, mettons, le projet qui semble vraiment concret puis assez détaillé, il est sur le bureau actuellement à la ville. Puis, toi, tu comprends pas qu'ils répondent pas, mais il faut quand même qu'ils regardent. Là, on sait pas, nous autres, ils demandent combien d'heures. C'est quoi la promesse d'heures? Ce qu'on me dit, ça fait au moins un an qu'ils sont au courant, quelques mois. Patrick, c'est-tu un enjeu, selon toi, les infrastructures sportives à Saguenay? Si
si c'est le président du hockey mineur qui parle, c'est sûr qu'au niveau du hockey mineur, on manque pas d'heures de glace vraiment. On a quand même 8 ou 9 arénas qui sont accessibles. À cause du scolaire qui prend des heures de glace dans la journée qu'avant, on n'avait prenait pas. pas. Fait que, on a moins d'équipes le soir. Au niveau du hockey mineur, il faut être honnête, on manque pas d'heures de glace. Même si on n'utilise presque pas le centre Georges Vézina, le pavillon de l'agriculture a été mis en marche, on peut l'utiliser. Mais si tu parles au gars de Ligue de garage qui joue à 21h40, ben là, lui, peut-être, il serait intéressé à avoir d'autres infrastructures. Ben, c'est pas juste ça. Il y a d'autres gens qui peuvent utiliser. Il y avait du ballon-balai avant, on voit plus ça. Il y avait du hockey-putsch, on voit plus ça. En tout cas. Puis il va y avoir d'autres regroupements. Le hockey a été fusionné à Ville de Saguenay. On a vu le soccer, le baseball. Ben, d'après moi, la Ville, dans leur plan, il va y avoir le patinage artistique. Il va y avoir aussi le patinage de vitesse. Puis ça va venir libérer aussi des heures de glace sur le territoire, là. Absolument. Parce que je peux te confirmer, là, peut-être que vous parlez entre organisations, là, mais parmi nos partenaires, je parlais avec Marie-Ève, là, qui est une de nos partenaires, qui est la présidente des Anneaux Bleus à la baie. C'est très compliqué à gérer, là. Puis, tu sais, concrètement, sa fille à elle patine avec les Finlands à Chicoutimi, mais dépendamment de l'horaire des salles, quand ils ont besoin du pavillon, les jeunes doivent descendre patiner à la baie. En tout cas, bref. Tu sais probablement. C'est les heures de qualité. Moi, j'appelle ça les heures de qualité. Là, c'est les heures qui sont énormément en demande. Tu sais, pour le novice, pour l'atome, pour le Pee-Wee, parce qu'on ne peut pas faire pratiquer une équipe Pee-Wee à 8h30 le soir. C'est les heures là, qui sont dans le cœur, là, surtout dans le territoire Jonquière, c'est vraiment difficile parce qu'on partage avec beaucoup d'autres organismes, mais puis le patinage libre et tout ça. Fait que c'est très compliqué un petit peu à Jonquière, puis à Chicoutimi, c'est vraiment les heures je vais dire, entre 5h30 et 7h30, c'est ces heures-là qui sont en demande. Donc, c'est là la semaine que c'est difficile c'est plus difficile de faire arrimer tout ça. Fait qu'il faut placer 2 équipes sur la même glace et tout ça. Puis la fin de semaine, ben on a des heures libres, là. On les utilise pas toutes la fin de semaine. Ça c'est tellement drôle, les gars, là, parce que quand moi j'ai coaché Mag, Atome avec mon gars, à la baie, après qu'il ait fermé le palais municipal, moi avec mon équipe, on pratiquait sur la base 2 équipes, toute notre novice puis notre Atome, 2 équipes. Puis concrètement, je sais qu'actuellement, le dimanche, la deuxième glace à la baie, on n'en a même pas besoin. Fait que là, finalement, elle est peut-être plus à bonne place, la deuxième glace à la baie. Le complexe est super, là, parce qu'avec le challenge, on a eu la Coupe Dodge, etc., on le sait. Là. Mais c'est quand même particulier, là, parce que dans mon temps, moi, une glace complète, j'avais pas ça. Ça, c'est en grande partie à cause de la fusion. Là. Quand il y a eu la fusion du hockey mineur, le territoire de la Terrière appartenait à la baie. Hein? Oui. Fait que là, les gens de la Terrière, eux autres, sont allés à Jonquière, sont allés à Chicoutimi. Donc, ils vont plus à la baie. Fait que là, ils ont eu beaucoup. Il y a une baisse de membership. Puis après ça, il y a des gens de la baie qui disent, moi, je veux pas jouer ici. Mon gars, il est bon, puis je vais aller jouer dans le double lettre ou je vais aller jouer. J'aime mieux jouer dans le A à Chicoutimi que jouer dans le A à la baie. Puis ça, je peux pas les empêcher parce qu'il n'y a plus de territoire. Ben oui. C'est hockey Saguenay. C'est une bonne nouvelle, là, parce que quand je coachais aussi, le problème qu'on avait, c'était de convaincre les jeunes de calibre double lettre de venir jouer avec les Sags ou avec le... Parlant de fusion, ça a finalisé par finir cette année avec le Junior 2A. Comment ça s'est passé? Ça s'est quand même bien passé, je te dirais. C'est sûr et certain qu'il y a des... il y a eu pas des petits accros, mais il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions, disons. Pour connaissant les personnes qui sont là, je suis surpris. Ouais. Mais non, les personnes concernées ont bien compris le pourquoi du comment. Le pourquoi. Moi, je disais, le hockey scolaire, il va y avoir du collégial des deux bientôt. Il va y avoir... moi, comme association, je veux avoir 2 franchises en santé. Je veux pas en avoir une qui est bien stable, puis une deuxième qui, à toutes les années, faut appeler des joueurs chez eux, puis qu'on sait pas trop, à une semaine du camp d'entraînement. Ils vont jouer à 8 joueurs à Normandin. C'est ça. Fait que, moi, je veux avoir deux organisations en santé, pas juste une. Donc, c'est pour ça que j'ai convaincu les gens, les dirigeants de prendre cette décision-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va perdurer dans le temps, que les gens vont être là, parce que j'ai entendu... c'est sûr qu'il y a il y a encore des réticences, mais on espère que ces gens-là vont continuer, vont rester. Pour connaître la personne, ça fait 8 ans qu'il dit qu'il va lâcher le Junior 2A, puis il est encore là.
J'ai pas nommé de nom. Hein? Moi non plus, j'en ai pas. Dans tout changement, les gars, puis on va changer de sujet aussi en parlant de changement. Dans tout changement, il y a toujours du mécontentement, mais à un moment donné, ça vient qu'à passer. Je sais, je travaille pour le fédéral, Patrick aussi. Quand on change certaines choses, c'est difficile. Patrick, si on parle aussi des différents partenariats, si on revient un petit peu plus sur le positif, beaucoup de partenariats en fait avec vous autres cette année, depuis quelques années aussi. Oui, depuis quelques années. Tantôt, vous avez parlé avec Steve justement nous, ce qu'on voulait aussi à Hockey Saguenay, c'est de permettre à nos entraîneurs de vivre du hockey. C'est quoi, comme Steve le disait, il faut qu'ils conjuguent avec 2-3 contrats, avec une école de hockey, avec de l'encadrement le soir. Fait que c'est ce qu'on est capable de faire. Puis c'est avec nos partenariats qu'on a fait avec le groupe GFH que Steve vous a présenté tantôt, avec le Bleu et Or, avec les Espoirs, avec l'Académie des SAG aussi que les SAG ont créé, parce qu'il y a des entraîneurs aussi qui travaillent durant l'été puis qui sont capables aussi de vivre du hockey. Ça fait qu'on a quand même des très beaux partenariats à Hockey Saguenay, que Danny travaille toujours avec ces gens-là pour dire c'est quoi le meilleur. Puis tantôt, tu parlais de développement du hockey. La décision, elle reste à la fin, c'est qu'est-ce qui est le meilleur pour le jeune. De quelle façon il va en profiter. L'Académie des SAG sont contents, ils voient les joueurs des SAG, mais il y a des apprentissages qui se font également. GFH va avec une clientèle un peu plus élite pour les encadrer, parce qu'avant, il fallait qu'ils aillent à l'extérieur de la région. Donc, c'est toutes des nouveautés qu'il y a pour les jeunes hockeyeurs du Saguenay. Puis on se le cachera pas, c'est quelque chose que le hockey scolaire peut se permettre de faire, d'avoir un coach permanent, temps plein, qui s'occupe de la structure. Donc, assurément, ça va vous permettre de garder votre staff. Puis nous autres, au niveau du hockey, sur le terrain, pour les pratiques, au lieu de faire comme les autres années, puis d'envoyer toutes nos équipes, tous nos joueurs dans des cliniques, bien là, maintenant, dans le double lettre, ce qu'on fait, c'est qu'on a travaillé avec GFH qui ont attitré un entraîneur pour chacune des équipes. Donc, chaque équipe double lettre a un entraîneur parrain. Olivier Bouchard, Hugo Savinski, Steve Thériault, William Bourque. Ces gars-là, tous des entraîneurs de carrière, des gars qui ont coaché à Game, ou des anciens juniors, Félix Bibeau, puis tout ça. Puis eux autres, ils s'occupent d'une équipe, ils les accompagnent, 2 pratiques par mois, une game. Puis ils parlent avec les entraîneurs, puis ils font un suivi avec eux autres. C'est un peu le développement des entraîneurs que vous voulez faire, puis j'imagine que vous développez les coachs. Parce qu'on travaille aussi le développement des officiels aussi. Oui, on a l'école d'arbitrage. Oui, c'est quand même un partenariat aussi. Oui, avec Justin, c'est en plein ça. Un partenariat, oui, parce qu'on envoie des jeunes, on envoie des officiels. Nous autres, on paye des inscriptions à Hockey Saguenay à nos jeunes officiels pour qu'ils puissent participer à l'école d'arbitrage. On sait que l'arbitrage, c'est un enjeu quand même. Tantôt, tu nous parlais d'enjeu, c'en est un grand. On a acheté des équipements. La relève est difficile. On a acheté des équipements d'arbitre pour en fournir aussi aux nouveaux officiels. Fait que on donne des formations en concentration hockey également. On a formé des nouveaux officiels à la fin de l'année passée, puis on continue. Là. Ça va comment cette année? L'année passée, je sais que malheureusement, puis vous n'êtes pas les seuls qui avaient vécu ça. Là. Dans d'autres organisations, il y a eu des matchs qui ont dû être cancellés. Là, cette année, est-ce que c'est stable? Est-ce que ça se passe C'est quand bien? même pas si mal, je te dirais. C'est sûr qu'on a toujours des contraintes. Là, j'entends souvent les gens dire « Ouais, mais il n'y avait rien sur la glace, je vais dire, à Kenogami, dimanche après-midi. » Sauf que moi, si j'ai juste 2 heures à Kenogami, je peux juste placer un match, puis là, les arbitres ne veulent pas se déplacer pour juste un match, ils veulent en faire 2 ou 3. Donc, ça, c'est des contraintes que les gens ne savent pas qu'on a, mais qu'on a. Puis, il faut dealer avec ça également. Là, fait que, il y a ça, il y a cette partie-là, mais on a un travail extraordinaire qui est fait par les personnes qui sont les appointeurs, là, Luc Lavoie, Stéphane Lavoie. Là. C'est vraiment un bon travail qu'ils font, Mathieu Caron, puis... C'est des gars dédiés Francis aussi à tout ça, puis je pense qu'ils veulent le mieux pour les officiels. En terminant, les gars, si on parle des événements qui s'en viennent, parce qu'on a beaucoup de... On était sur pause avec les événements COVID, là, avec tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent? Nos tournois vont revenir cette année. L'ensemble de nos tournois vont revenir. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, certainement. Donc, tournoi novice, tournoi atome. On va avoir à la baie, on va avoir aussi un challenge pour les M15 3 Elite qu'on va avoir au retour des fêtes, au milieu janvier, Danny, si je me trompe pas. Puis on va avoir aussi notre tournoi à la baie Bantam, M15. Il faut faire attention. M15. Parce que je pense que le Pee-Wee vraiment est à Jonquière. Là. J'ai vu il y a un changement de calibre. Oui, c'est ça. À la baie, ça va être je vais le dire avec l'ancien nom, Bantam Midget Junior. OK. Parce que le Pee-Wee, on était collé sur Jonquière, puis là, il y avait une participation qui était un petit peu quand j'ai vu cette moins, décision-là, moi, je trouvais ça très logique. Ouais. Il y en a déjà un pour le Puis Pee-Wee. il n'y avait pas vraiment de junior. Il n'y avait pas beaucoup de tournois juniors, fait qu'on a décidé d'y aller avec ça.
Puis on va avoir nos festivals MAG aussi qui vont avoir lieu tout au long de l'année. Donc nos 4, 5, 6 ans ils vont pouvoir participer à différents festivals tout au long de l'année. Et avant de partir, cherchez-vous du monde? On cherche-tu encore des... J'imagine que oui, des bénévoles pour s'occuper des équipes, s'occuper des tournois. Y a-t-il un moment dans l'année où on cherche pas de bénévoles? Non, mais des fois que ça y aille vraiment bien. Là, puis non, on prend personne. Non, mais c'est Toujours? sûr qu'on en cherche toujours dans nos tournois, dans nos événements. Quelqu'un qui a quelques heures à donner, c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Tu sais, des fois, on accueille des équipes de l'extérieur, de faire une belle première impression lorsque les équipes arrivent. Bien, c'est d'avoir des bénévoles sur place qui sont capables de les accueillir, de leur dire quoi faire, sont où les restaurants, les hôtels, les aider pendant leur séjour ici. Bien, c'est toujours apprécié. Ça fait que c'est sûr et certain s'il y a des gens qui veulent s'impliquer dans nos différents tournois. Puis c'est même dans nos camps d'entraînement au début d'année, s'il y en a qui sont plus, ils aimeraient ça faire participer à nos camps d'entraînement, bien, organiser tout ça, bien, ça prend des bénévoles aussi. Oui, on est capable de rémunérer des personnes parce qu'on faut avoir une certaine expertise pour faire l'évaluation, pour faire nos équipes. Mais s'il y a des gens qui veulent s'impliquer directement sur le terrain, ben, c'est sûr que c'est apprécié. Patrick, Danny, merci. Félicitations aussi pour votre implication. C'est pas évident. Je sais les journées que tu dois passer. Patrick aussi. Donc, chapeau à vous autres. Puis merci aussi de votre implication avec nous. Le podcast, c'est apprécié. Je pense que c'est un fit parfait là, pour la continuité. Puis on va sans doute se reparler dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci, messieurs. Bonne soirée. Merci, messieurs. Bon succès. À bientôt. Merci. Félicitations pour votre projet, gars. Merci, Danny. Merci, Patrick. Marco? Intéressant. Ben oui, puis c'est des gars que c'est important. Puis oui, c'est le fun d'avoir un partenariat à ce niveau. Parce que c'est des gens qu'il ne faut pas oublier qui s'impliquent. Puis souvent, c'est des bénévoles. Puis souvent, puis même s'ils sont rémunérés, les gars, là, on s'entend que personne n'est millionnaire en faisant du hockey dans la région. Absolument pas. Puis c'est pas des gens qui ont l'habitude de compter les heures. Tu sais, quand tu fais du hockey. Absolument pas. Écoute, je me suis impliqué l'année passée encore pas dans l'organisation, mais avec le tournoi qu'il y avait à la baie. Oui. C'était, je crois, là, de Pee-Wee à Junior. Et puis, écoute, c'est le nombre d'heures que les gens font. Puis là, il n'y a plus de bénévoles. En plus, le tournoi, il était tard. Hein? C'était à la sortie de la pandémie. Le tournoi était tard au mois de mai. Puis là, il n'y avait plus de bénévoles. Fait les gens, eux autres, ils comptent pas. Fait qu'ils sont payés, oui, mais ils sont très, très impliqués. Jeff est de retour! Je vous félicite, les gars. Là, j'imagine que vous voulez entendre parler de récupération du Saguenay, les gars. J'allais exactement te céder la parole, mon ami Marco, pour nous parler de nos amis de récupération du Saguenay. À toi la parole. Ben oui, puis je suis très content de vous en parler de nouveau, puis je compte vous en parler souvent. Parce qu'il y a peut-être des gens qui, malheureusement, ne nous écoutent pas chaque semaine. On les invite à le faire. Mais c'est important qu'on se souvienne de tous nos partenaires. Puis je me réécoutais l'autre jour parler de récupération du Saguenay. Puis je vous parlais de service à la maison. Là, on approche des fêtes. Les tournois de hockey commencent. On a des surplus de contenants consignés. Puis je vous ai parlé de canettes l'autre jour, là, mais c'est des contenants de plastique aussi. Donc, oui, on peut demander aux gens de récupération du Saguenay de venir à la maison. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on peut se rendre sur place également. Les bureaux sont ouverts, 460 rue de la Transformation. C'est vous, c'est où, ça? Oui. Moi, à oui. la baie. Près de la base militaire, un peu après. Là. Vous devriez aller voir ça, les gars. On passe la base de Bagotville, l'usine Proco, la rue à droite, c'est la rue de la Transformation. C'est une rue en effervescence à la baie. C'est un prolongement du parc industriel qui a été créé là-bas. Puis la rue, actuellement, elle est pleine. Puis M. Bouchard me racontait l'autre jour que quand ils se sont déplacés là, ils ont acheté un terrain double parce qu'ils savaient que la récupération, ça allait être un sujet d'avenir. Récupérer nos bouteilles de vin de la SAC, ça va devenir un enjeu rapidement. Donc, on a besoin d'espace. Puis la rue est pleine actuellement. Donc, on peut se rendre là-bas. Alors, comme je le mentionnais, on a un party pendant les fêtes. On accumule ça dans le garage. On veut s'en débarrasser. On peut se rendre là-bas directement. On va nous payer sur place pour nos sacs. Si vous avez une boîte de contenants de plastique, vous les apportez, c'est génial, ça, en passant. Moi, j'ai ça dans mon garage. Puis... Je trouve ça beaucoup plus attrayant que d'aller dans une épicerie là, avec mon sac. Là, on a l'impression qu'on les dérange. Les épiceries... Pas encore quelqu'un vient porter ses vides. Les épiceries, ils n'ont pas toujours la place non plus là, dans le backstore pour entreposer ça. Alors, nos amis de récupération du Saguenay, c'est leur business. Ils ont de la place, il n'y a aucun problème. Donc, puis tu parlais de boîtes tantôt, les sacs. Allez vous en chercher une si vous n'en avez pas. Disponible en quantité, là, vous en voulez une dans le garage, au camping, au chalet, il y en a en masse. Donc, récupération du Saguenay, 543-67-11, puis on va se reparler souvent.
de leur collecte de contenants si vous voulez faire une levée de fonds pour votre équipe sportive. Appelez les gens de récupération du Saguenay. On peut vous faire un clé en main pour récupérer vos contenants. Donc, on les remercie pour le partenariat et pour la confiance. Comme je le disais, c'est des gens impliqués, là. Absolument. Marie-Ève, la présidente, parce que Marie-Ève était un peu mal à l'aise l'autre jour devant son père de me dire qu'elle était présidente parce qu'ils sont dans le transfert de l'entreprise. Puis, Marie-Ève c'est la présidente des Anneaux Bleus à la baie. Donc, implication sociale, les gens de récupération du Saguenay connaissent ça également. Ben, merci beaucoup, Marco. Alors, j'ai bien noté 460 de la transformation secteur Labbé et on peut communiquer avec eux. Puis ils se déplacent également. Marco, tu l'avais dit l'autre jour, là, tout à fait. Si vous avez besoin. Donc, encouragez nos gens de récupération du Saguenay. On les remercie beaucoup. Les gars, l'émission va bon train et on est déjà rendu à notre troisième invité. Puis c'est vraiment le fun de savoir. C'est la première fois qu'on reçoit un joueur d'une de nos organisations régionales là, qui est actif cette année. Et c'est le nouveau joueur de 20 ans des Saguenayens, Zachary Gravel, qui se joint à nous. Alors, il vient s'installer à l'instant même. Avec son verre d'eau. Exactement. Comme moi. On voulait lui offrir une bière. Là, on s'est dit, peut-être que c'est... On voulait pas te mettre dans la barouche, tu conduis en plus. On allait s'offrir d'aller te reconduire après. un bon 20 ans. Merci, Zachary. Ça fait plaisir. Quand j'ai eu l'idée, Luc me demandait, on monte, on pense à nos invités. Puis Luc me demandait, on texte évidemment souvent, Marco, on invite-tu quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on fait? C'est moi qui ai lancé l'idée d'inviter un joueur des Sags. Puis c'est moi qui ai proposé Zachary parce que j'ai adoré ses premiers matchs là, dès son arrivée. J'ai adoré l'implication, puis on va en reparler évidemment. Là, Luc me disait, ouais, Marco, on ne peut pas inviter un joueur des Sags à VM. Ben, je dis, premièrement, la majorité sont on va inviter un 19 ou un 20 ans. Puis les joueurs de 19-20 ans, ils doivent savoir c'est où la VM à Chicoutimi, j'imagine. Non, ils savaient pas. Il a mis son GPS ensemble. Non, ils ont des congés, les boys. Hey, Zachary, comme Marco le dit, c'est vraiment le fun de t'avoir à l'émission. Moi, écoute, je te connaissais un petit peu comme joueur. C'est sûr que ça a été difficile dans les dernières saisons en raison de la pandémie. Là, toi, tu en es à ta saison 20 ans, mais tu as commencé surtout à t'établir dans la Ligue à partir de plus de 18 ans. Et là, on était en pleine année de pandémie, donc on pouvait pas aller voir les matchs. Il y avait quelques matchs à la télé. L'année passée, pas facile encore. Peut-être en deuxième moitié de saison, c'était moins pire un petit peu. Moi, ce que j'ai beaucoup... j'ai regardé ton parcours un petit peu aujourd'hui. Puis moi, ce que j'aime de ton histoire, je veux t'entendre là-dessus. Tu es ce qu'on appelle un overachiever. Hein, dans le langage du hockey, tu es un choix de 11e ronde des Olympiques de Gatineau. Puis tu as commencé pour eux. Par la suite, tu t'es ramassé dans ton coin de pays à Victo. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours dans le hockey mineur. Qu'est-ce qui t'a amené là, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Mettons que je commence avec mon année midget. J'ai été coupé à ma première année midget 3. Fait que j'ai joué midget espoir à Drummondville. Fait que là, j'ai dû quitter ma famille pour aller vivre en pension à Drummondville à 15 ans. Puis c'est après cette année-là, c'était mon année de repêchage dans le fond. Puis les joueurs qui sortent du midget espoir, c'est quand même assez difficile de se faire repêcher tôt. Fait que finalement, je suis sorti à Gatineau en 11e ronde. Puis fait que j'ai fait mon camp à 16 ans. Après ça, j'étais allé jouer midget 3 à Trois-Rivières pour les Estacades. J'ai été rappelé pour 2 matchs à mon année 16 ans avec les Estacades. Puis à mon camp à 17 ans, ça s'est super bien passé à Gatineau. On était à la fin, c'était vraiment les dernières coupeurs qui restaient. Puis finalement, ça n'a pas passé. Ils m'ont envoyé jouer à Ottawa dans un junior. OK, oui. C'est ça s'appelle la CCHL dans le fond. C'est pour Ottawa Junior Senators. Ils m'ont envoyé là en me disant que probablement que j'allais monter aux fêtes puis que j'allais faire les pratiques avec eux. Ils voulaient me garder dans l'entourage de l'équipe. Puis finalement, aux fêtes, ils m'ont pas monté. J'ai fini la saison. J'ai été échangé dans ce calibre-là, junior aussi. Fait que j'ai joué dans ces 2 équipes proches, mais j'ai fini avec les Nepean Raiders. À 17 ans, j'ai joué à Prenel avec eux. Puis à la fin de la saison, c'est ça, j'avais parlé avec le coach, le directeur général. Puis dans ce temps-là, à Gatineau, c'était pas... c'était pas facile. C'était pas facile. Je sais que c'était difficile aussi au niveau de l'administration puis tout ça. Fait que les dirigeants m'avaient dit ta place est pas mal faite pour l'année prochaine, mais finalement, je pense que 2 semaines après, tout le monde s'est fait congédier. Tout le monde est sorti, le coach, le GM, tout ça. Puis ça me rappelle un mauvais épisode. J'avais oublié ce bout-là, moi. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils ont changé toute l'administration de l'équipe. C'est là que Louis Robitaille s'est amené comme coach puis DG là-bas.
Puis, c'est ça, moi, là, je prenais plus rien pour acquis. Je me disais que ma place était encore à refaire, puisque c'est une nouvelle direction, c'est une nouvelle équipe, veux pas. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai reçu une lettre pendant l'été qui me disait que j'étais remercié de mes fonctions avec Gatineau, puis que j'étais même pas invité au camp d'entraînement. Fait que ça, pour vrai, ça a été vraiment une claque au visage. Là, j'ai tout de suite, je m'attendais vraiment pas à ça. Peut-être que je pensais, au moins, je me disais, au pire, je vais aller me battre pour mon poste au camp, mais là, de recevoir ça début août, quand tu t'es entraîné tout l'été pour ça, ça a été vraiment une claque au visage. Tu l'as-tu pris comme une motivation, justement? Ouais, vraiment. Moi, je voulais vraiment y prouver à toute cette organisation-là qui avait fait une mauvaise décision en faisant ça. Je savais que, ils voulaient amener un vent de fraîcheur. C'est cette année-là qu'ils ont reçu plein de choix de repêchage, puis qu'ils ont sélectionné 4 fois en première ronde, puis tout ça. Je savais qu'il y a beaucoup de changements qui s'en venaient, mais je pense que ça reste que dans ma tête, c'était une erreur qu'il avait fait. Tu peux rapprocher ton micro, Zachary. C'est du podcast, ça va sonner mieux comme ça. C'est important. Fait que c'est ça, finalement, j'ai parlé avec mon agent de ça, puis on a décidé de... Victoriaville m'a donné une chance dans ma ville natale, à mon camp à 18 ans, puis pour moi, je l'ai vraiment vu comme un ça passe sous sa casse. Là, on se fera pas de cachette à 18 ans junior, c'est rare que tu rentres dans la ligue plus tard que ça. Fait qu'à 18 ans, j'étais arrivé à mon camp à Victo, j'étais prêt, j'avais le couteau entre les dents, puis je voulais vraiment juste prouver que j'avais ma place dans cette ligue-là. Fait que j'ai connu un bon camp, puis finalement, ils ont décidé de me garder. Là, ça a été l'année COVID. Ça a été la bonne année COVID, mais l'année où vous avez gagné. Exact. C'est quand même quelque chose, hein, tu sais. Repêché en 11e ronde, remercier de tes fonctions, à 17 ans. Ouais. Puis t'es encore dans la ligue, t'es un des bons joueurs de 20 ans, selon moi, de la ligue. Ce que je vois pas tous les matchs, là, Zachary, je vois souvent. Ouais. Mais tu sais, le leadership que t'as, j'imagine que ça prend pas juste du talent. Ça prend quelqu'un qui se retrousse les manches, ça prend quelqu'un qui est bon dans la chambre, j'imagine, pour se rendre là, ce que t'es présentement. Non, c'est sûr, je pense pour vrai que ça a été vraiment, là, c'est de jamais lâcher. C'est cliché, là, mais j'ai vraiment tout essayé de me baser là-dessus, puis de prouver au monde qu'ils n'ont pas cru en moi qu'ils avaient tort. Fait que, tu sais, quand je regarde ça avec un petit peu de recul, là, on peut voir que j'ai été remercié de mes fonctions, puis même pas un an plus tard, je suis soulevé à la Coupe du Président. Fait que, pour moi, ça, c'était vraiment grand. C'est pas mal la plus belle revanche que tu pouvais avoir, on s'entend. Ouais, chez vous, en plus. Faire ça avec l'équipe que j'ai regardé toute mon enfance à Victoriaville, puis j'étais même pas en pension, j'habitais chez mes parents, c'était vraiment une belle année pour moi à Victo, puis ça a été vraiment bénéfique de ne pas lâcher, justement. Là. Et puis, c'est super intéressant. Puis moi, je me souviens, si on poursuit dans ta carrière, l'année passée, Patrick Roy a fait des transactions avant la saison passée. Puis je me souviens très bien qu'il avait été chercher, toi puis un autre joueur, si je ne me trompe pas, de Victo. Puis il voulait vraiment avoir cette expérience-là que vous aviez, des gars de caractère, parce qu'il avait été impressionné de ce que vous aviez fait avec les Tigres. Fait que comment tu as trouvé ta saison? Tu as quand même marqué 27 buts l'année passée avec les Remparts. Tu as eu toute une saison. Ouais, ça a bien été. Pour vrai, je m'attendais pas vraiment à partir de Victo. Je pensais que je resterais là pour mon année de 19 ans, mais tu sais, c'était un virage jeunesse. Après une victoire de la Coupe du Président, on sait comment ça marche. Ouais, tu comprenais ça, là. C'est le cycle du hockey junior, c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, là, je me suis fait échanger durant le camp d'entraînement à Québec. Puis, oui, tu parlais d'un autre coéquipier, là, c'est Fabio Jacobo, le gardien. Le gardien, c'est ça. Mais lui, il avait été échangé au repêchage au mois de juin. Fait que lui, ça faisait déjà 2 mois qu'il le savait. Fait qu'aussitôt que moi, j'ai été échangé à Québec, ben, j'ai pu le contacter. Puis finalement, ça a donné qu'on était en pension ensemble, puis on a habité ensemble à Québec. Puis, tu sais, à Québec, c'est... il y a pire place que ça, là, pour aller au centre Vidéotron. Quoi qu'à vous entendre parler de Patrick tantôt, ça avait pas de l'air si fun, mais on ne retournera pas là. D'ailleurs, moi, je parlais de sa réaction face à l'arbitrage. D'ailleurs, je veux pas te mettre sur le spot, Zachary. Non, c'est pas ça. Zachary. Je suis certain que tu sais, quand même, Patrick Roy, là, je sais que Luc, bon, tu parlais de ce qui t'est arrivé avec, mais tu sais, ça demeure, tu sais que c'est un Hall of Famer, puis c'est toute une personnalité. Puis je pense que tu as sûrement appris beaucoup de ce gars-là, puis vous êtes quand même allé loin. Puis bon, ça s'est terminé un petit peu... Tu sais, vraiment là, sur la ligne à la fin, puis tu as vécu autant la victoire, puis l'amère déception qui est arrivée l'année passée, là, à la toute fin. Là. Ouais, exactement. Pour vrai, tu sais, de quitter Victo, au début, c'était un choc parce que, tu sais, c'est l'équipe de mon enfance, c'est l'équipe que j'ai toujours voulu jouer pour, mais tu sais, tu t'en vas à Québec, là, tu peux pas faire la baboune. Là, si tu t'en vas. Puis, tu sais, 20 minutes après l'échange, le téléphone sonne, puis bonjour, c'est Patrick Roy. Tu fais le saut un peu. Là, c'est pas tous les jours que tu peux vivre ça. Fait que
pour vrai, j'étais arrivé à Québec puis j'ai tellement été bien accueilli. Là, les gars, ils étaient super sympathiques. Puis tu sais, je savais que j'avais la chance de regagner une autre coupe cette année-là. Tu sais, on a fini premier au classement général, on avait une grosse équipe. Puis tu sais, je sais que junior, c'est rare les joueurs qui ont 2 chances comme ça de se rendre jusqu'au bout. Tu sais, finalement, ça n'a pas tourné de notre côté, mais d'aller dans une autre équipe Cup Contender, comme on dit, là, j'étais content de ça. Là. Je suis curieux de savoir, ça a été quoi les premières shows, les premiers contacts qui ont été avec Yannick Jean? Avec Yannick... Ou avec l'organisation des SAG? Ouais, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que avec Cap-Breton, au début de cette saison, on est venu jouer 3 matchs au Québec. On a joué Victo, Sherbrooke puis Québec. Puis c'est après le match à Québec que dans la chambre, dans le bureau des coachs, en fait, le coach de Cap-Breton m'a dit tu t'en vas à Chicoutimi puis tu vas pas revenir au Cap-Breton avec l'autobus. Parce que tu rejoues à Québec en plus dans 2 jours. Puis Cap-Breton, c'est pas à la porte. Là. C'est un bon 14 heures d'autobus. Es-tu content de pas y... Ouais, j'étais très content de pas retourner là pour rien. Fait que de toute façon, je pense pas qu'on a un grand partisan de Cap-Breton qui écoute le podcast. Non, mais je pense que c'est pas l'organisation, c'est le fait de jouer loin aussi. 14 heures, c'est pas évident. Là. Puis quand tu viens au Québec, j'imagine que tu fais encore... J'imagine que Cap-Breton, ça doit être un des clubs que tu voyages le plus, non? C'est le club que tu voyages le plus. C'est vraiment rien contre l'organisation. C'est du bon monde qui sont en charge là, pour vrai. Ils ont changé le staff, ils ont changé bien des choses dans l'organisation cet été. Puis c'est vraiment, ils s'en vont vraiment dans la bonne direction. Mais ça reste que le Cap-Breton, tu check Google Maps, là, puis c'est pas à la porte. Là. Je couvre ce territoire-là pour mon travail, puis c'est pas à côté, effectivement. Puis Zachary, est-ce que tu t'attendais à te faire échanger d'une équipe en reconstruction? Puis qu'est-ce que tu sais, faut pas se mentir, là, les Sags connaissent, je trouve qu'ils connaissent une excellente saison jusqu'à maintenant, malgré ce qu'on pouvait penser en début de saison. Quel était ton feeling aussi de joindre au Saguenay quand tu savais qu'une équipe était en reconstruction? Ben, de me joindre au Saguenay, j'étais content parce que même au Cap-Breton, on était une équipe en reconstruction. Puis là, ils vont bien, puis je suis vraiment content pour eux. Mais quand je suis parti, on était. Au début de l'année, c'était pas très bon. On était une victoire, 10 défaites là, quand je suis parti, puis on venait de manger une tape 9-2 contre Québec. Là. Fait que, tu sais, c'était plate de quitter les gars, de quitter cette organisation-là. Ma famille de pension était incroyable là-bas aussi, mais. T'sais, en même temps, je m'en allais quand même dans une meilleure équipe que Cap-Breton là, au classement. Fait que c'est plus proche de la famille. Puis honnêtement, j'avais juste eu des bons mots sur l'organisation ici, la ville, puis tout ça. Fait que j'avais joué avec Julien Hébert au Cap-Breton. Puis lui, il avait joué à Chicoutimi. Oui. Fait qu'il m'avait donné un peu d'informations. Puis non, j'étais vraiment content. La question de Luc est très bonne parce qu'après avoir gagné à Victo, après avoir eu une autre chance de gagner à Québec, ton rôle changeait complètement. Avec une équipe là, en reconstruction là-bas, ici aussi, en quelque sorte. Là. Oh. Parle-nous-en du rôle, là, mettons. De jouer 19 ans à Québec, puis après ça, là, 20 ans. Un joueur de 20 ans. Ouais, c'est vraiment différent. C'est 2 mondes complètement différents parce que j'étais habitué de jouer peut-être un rôle. À Québec, je jouais sur un 3e trio. J'avais un petit peu moins de glace que, mettons, je vais avoir ici parce qu'on avait une équipe avec des Bolduc, des Rochettes, des Malatesta, des Gauchers, des gars comme ça. Mais on avait une équipe qui allait jusqu'au bout. Mais je savais que, pour une place de 20 ans à Québec, c'était limité. On était quand même beaucoup de 19 ans. Fait que je savais qu'il y avait des possibilités que je sois échangé. Fait que, juste d'aller rejoindre une équipe en reconstruction, puis de, prendre un rôle plus accru au sein de l'équipe, puis de, prendre les rênes un peu là, par moi-même, puis jouer des grosses minutes importantes, puis tout ça, c'est un challenge qui était intéressant pour moi. Là. Puis moi, ce que j'aimerais savoir, Zachary, quand tu étais arrivé avec les Sags, nous autres, on a comme l'impression que ton arrivée, c'est peut-être pas parce qu'on veut te lancer des fleurs. On dirait que ça a aidé parce que l'équipe, là, au début de l'année, à un moment donné, il y a eu une bonne séquence, mais là, ça allait moins bien. Oh. Là, on a décidé de t'amener dans l'équation suite à la blessure aussi de Zachary Roy qui est on avait identifié le problème de leadership. On en parlait, que les jeunes avaient... C'est bien beau faire jouer les jeunes, puis ils sont excellents, mais ça leur prend de l'aide. Exact. Fait que moi, ce que je veux savoir, c'est quand toi, tu es arrivé ici, qu'est-ce que tu as constaté? Dans quel état d'esprit l'équipe était, puis comment tu as abordé la situation un petit peu? Là? Ben, honnêtement, je pense que les gars n'étaient pas dans un mauvais état d'esprit. Là. C'était une belle harmonie qui régnait au sein du groupe. Excusez-moi. Pas de problème. Puis, mais c'est juste que tu voyais que c'était une équipe jeune. Là. C'est pas...
T'sais, on a 4-16 ans, on a beaucoup de 17 ans, puis tu regardes notre alignement, là, puis des 16, 17, 18, il y en a partout dans le line-up. Là, fait que c'est une ambiance un peu différente, d'exemple, à Québec l'année passée, où notre noyau avait 19 ans. Fait que je me suis vu arriver un petit peu plus comme un grand frère avec ces gars-là, puis j'ai vécu un peu, j'ai vécu la Coupe du Président, j'ai vécu 2 grosses équipes comme ça, fait que je voulais juste je vais essayer de leur montrer qu'est-ce que ça prend pour gagner dans cette ligue-là. Je pense que c'est une longue saison, c'est 60 matchs. Tu peux apporter beaucoup. Tu peux apporter beaucoup, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Fait que je voulais jouer ce rôle-là avec les gars. Ça te plaît-tu quand même, jouer ce rôle-là? Parce que, on le sait que peut-être les Sags vont peut-être causer des surprises, mais on s'entend peut-être qu'au fait, Yannick va continuer peut-être la reconstruction avec raison. Ouais. Ça te plaît-tu tout de même de jouer ce rôle-là? Ouais, 100%. Comme je dis tantôt, là, c'est une expérience différente, puis je suis content de la vivre. Là. J'ai vécu la grosse équipe 2 années de suite, puis là, avec Chicoutimi, puis je constate vraiment pas qu'on a une mauvaise équipe. Là. Notre prochaine game, on va jouer pour 500. Là, vous avez joué 2 très bons matchs en fin de semaine, puis on en parlait au début. Comme on disait, c'est ça qui est le fun, les gars, c'est qu'on regarde le classement. Oui, t'as les Remparts, t'as Sherbrooke, t'as Halifax-Gatineau, tu sais, t'as 4-5 équipes maximum. Le reste, là, c'est très, très, très serré actuellement. Je pense qu'il y a de la place, puis tu sais, tu peux pas dire, là, ce soir, on n'a aucune chance. Même les Remparts, on les a battus. Je pense que t'étais pas encore avec l'équipe à ce moment-là, mais... on peut être compétitif là, toute la saison. C'est une équipe qui est compétitive à toutes les games. Là, peut-être que oui, il y a des équipes comme Sherbrooke, Québec, que c'est des matchs plus durs, mais c'est jamais... hors de portée. Non, c'est ça, c'est jamais hors de portée. Les gars, ils croient toujours. Puis la première game que je suis arrivé, c'était contre Québec. Justement, on a perdu 3-1, puis on a été dans la game tout le long. Puis tu sais, c'est le fun de voir ça, que les jeunes y croient, puis les jeunes... Même avant que j'arrive, là, ils ont battu Québec. Là, ça en dit long sur l'éthique de travail des jeunes. C'est une équipe de 16-17 ans qui va battre une équipe à maturité comme ça. Là, moi, je leur lève mon chapeau. Tu as eu tout un impact en arrivant, d'ailleurs. Là, tu produisais à raison de quoi? 2 points par match ou à peu près. Là, ça a été un peu plus tranquille en fin de semaine. Peut-être qu'on cherche la bonne combinaison pour toi au niveau des trios présentement. Mais en tout cas, moi, j'étais vraiment très impressionné quand tu es arrivé par ta vitesse, ta présence au net. J'ai vraiment vu un changement. Là, ouais, mais c'est sûr, là, je m'en fais pas vraiment avec les trios et tout ça. Je laisse ça à Yannick, c'est sa job, c'est pas la mienne. Mais, il est bien payé pour ça. Non, c'est ça. Mais c'est ça, moi j'essaie de faire ma job en dehors de la glace, d'aider les jeunes à grandir là-dedans et tout ça. Puis c'est à la glace, je pense que je suis un joueur qui peut amener de l'offensive. L'année passée, je pense que j'ai quand même connu une bonne saison offensivement, malgré mon rôle un peu plus effacé. J'avais pas vraiment d'avantage numérique, je jouais sur un 3e trio. Puis je pense que je m'en suis sorti quand même pas peu. Fait que cette année, je voulais vraiment arriver puis à la glace faire une différence offensivement tout en étant responsable défensivement. Là. Là, on parle de ton année 20 ans, mais pour toi, comment tu vois ton avenir après ton 20 ans? C'est sûr, je pense que tous les gars de 20 ans, ils aimeraient ça décrocher un contrat. Là. C'est sûr, je pense que c'est un cliché. Là. C'est mon plan numéro 1, c'est d'avoir un contrat professionnel. Si ça vient pas, je pense que je vais considérer les rangs universitaires. Je pense que c'est un très bon plan. Est-ce que tu as eu déjà des... j'ai pas surveillé au début de l'année parce que tu n'étais pas avec les Sags. As-tu été invité dans un camp pro ou pas pour le moment, peut-être après la saison? Non, je n'ai pas eu cette année. Non. Si tu as remarqué, là, il fait tout sur le tard. Ouais, c'est ça. Probablement qu'à la fin de la saison... Il n'a pas l'air d'être parti pour abandonner. Ouais, là, il y a la saison, par contre, actuellement, pour intéresser des équipes, selon moi. Absolument. Tu pourrais travailler là-dessus, Jeff. Absolument. Mais moi, j'ai une question aussi. Comment tu trouves l'ambiance à Chicoutimi? C'est sûr que je pense que les Saguenayens, c'est des partisans assez moi, je pourrais expliquer ça un peu comme les passionnés. Merci, Marco. Exigeants aussi, proches de leur équipe. Je les avais rencontrés l'année passée à Québec. On est loin de l'action, mais proche de notre équipe. Exact. Ouais, c'est un bon point. Je le savais avant d'arriver. J'ai joué pour Québec l'année passée. Puis en série, on le voyait tout de suite. Fait que, mais pour vrai, c'est vraiment une ville. Là, les gens sont tellement accueillants. Pour vrai, je pense que c'est pas comme Québec, c'est plus petit, c'est pas mal plus petit, c'est des gens, tu sais, moi je viens de la région, puis ici je considère que c'est une petite région, c'est chaleureux, c'est familial, tout le monde s'entend bien avec tout le monde à date, pour vrai, j'adore mon expérience. Bon, nous autres, on a voulu contribuer à ça, on s'est dit, on va inviter Zach pour... C'est excellent en entrevue aussi. Excellent, oui, vraiment intéressant.
Vraiment, vraiment. Absolument. Absolument. Donc, Zachary, on te remercie énormément de ta présence à l'émission Par la balle. On va certainement recevoir d'autres joueurs dans les prochaines Il y a Fabrice émissions. qui est là, on n'abandonne pas pour Fabrice. Ouais, c'est ça. Présentement, il est un en gars de la rôle de région, support, en plus, un gars de la région. Son On se agent reparlera. négocie fort. Absolument. Fait que, évidemment, on suit les sacs de près. On va regarder ça. Puis, écoute, on te remercie. Puis, à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci les saisons, les boys. Merci pour ce que tu amènes avec l'équipe aussi. C'est apprécié. Merci. Jeff, Oui, mon ami. peut-être qu'on a. Tantôt, quand j'ai parlé au gars du hockey mineur, Danny, je ne sais pas si Danny est encore présent. Danny, on avait une question. Tu peux-tu revenir? On avait une question de. Je m'excuse, Danny, ça donne qui est là. Puis tu m'avais dit que tu voulais y répondre. Je t'avais envoyé ça. j'avais oublié. Oui, je m'excuse. Il y a un de nos auditeurs qui nous posait la question. On salue Junior en passant. Mais Salut, c'est ça, Junior. puis tu m'avais dit que tu étais à l'aise de répondre. Puis je pense, par respect, je voulais la poser. Puis tu étais encore ici, encore. Donc, pourquoi on me dit, pourquoi bloquer les joueurs de Chicoutimi pour aller en scolaire D2, D3 comme partout ailleurs? Est-ce que tu peux répondre à ça? Est-ce que c'est vrai, puis 2, pourquoi? Bon, l'objectif, 1, c'est pas de bloquer des joueurs, c'est vraiment pas ça. Nous autres, là, c'est qu'on a une particularité ici à Saguenay, c'est qu'on a un territoire qui est Saguenay, mais il y a 2 centres de services scolaires. À Alma, il y a une municipalité, un centre de services scolaires. Donc, nous autres, ce qu'on se disait, c'est sur notre territoire, il y a du D1, il y a du D2. Pourquoi ajouter du D2 de plus sur notre territoire? Deuxième chose, ben, c'est sûr et certain que si on ajoute du cadet D2, ben, à ce moment-là, on va perdre des équipes Bantam, M15, double lettre. Fait qu'on fait mal à la Ligue régionale. Là, dans le rapport Marc Denis, il y a certains paragraphes qui parlent de revoir les niveaux de jeu. Mais là, nous autres, ce qu'on dit, c'est que de toute façon, tu sais, au scolaire, sur le territoire de Saguenay, il y a des joueurs qui, présentement, sont pas pris ni dans le D1 ni dans le D2, puis ils s'en vont jouer à Alma. Fait que là, on perd des joueurs de Chicoutimi et de Jonquière qui s'en vont jouer à Alma. Ça, pour nous autres, c'est pas acceptable. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même une ouverture pour négocier avec les écoles, avec les centres de services. Il y a des rencontres qui sont prévues pour justement faire savoir un petit peu notre ouverture à revoir les protocoles d'entente qui sont signés présentement. Mais effectivement, on a de l'ouverture, donc les gens qui attendent après ça, ben, ils peuvent avoir encore un peu d'espoir. Excellent. Merci, Danny. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, au moins, on l'a posé. Puis je pense que c'est intéressant d'avoir la réponse aussi. Pas dire n'importe quoi. La magie du direct, c'est ça. On est capable de... C'est le mandat du podcast, c'est de dire les vraies choses aussi. Absolument. Hey Jeff, moi, pendant que vous allez parler du Canadien, je vais prendre une petite pause. Je pense que l'eau fait, je vous reviens. OK? OK, pas de problème, mon Luc. Pas de problème, mon cher ami Luc. Alors, écoute, c'était très intéressant. Je pense qu'on a vu vraiment de bons invités ce soir. J'espère que ça vous a plu, les gens, maintenant. On va finir ça, comme on le fait dans l'habitude, hein, les gars, Mathieu et Marco. Luc va se joindre à nous dans quelques instants. On parle un petit peu du hockey professionnel, du Canadien, de la Ligue nationale de hockey. Alors, les gars, la saison se poursuit et encore une fois, j'étais sur le bout de mon siège samedi soir écoute, il se passe de quoi, là, avec Caulfield et Suzuki. Je pense qu'on a vraiment du beau hockey. Si on le savait que ce serait pas parfait, on le disait l'autre jour. On a perdu je pense qu'on commence à perdre des matchs un petit peu où est-ce que on commence à voir des failles qu'on pensait voir en début de saison, mais le Canadien se replace tout le temps par la suite. C'est normal. Les autres équipes s'adaptent aussi avec les vidéos. Tu sais, maintenant, les autres équipes peuvent voir un petit peu les stratégies du Canadien, un peu. Et ils voient Caulfield qui se place un peu à la Ovechkin. Oui, mais même si on sait il est où, il met dedans pareil. Ben, c'est comme Ovechkin, même chose. D'ailleurs, j'ai vu Ovechkin en personne, justement, ça fait même pas une semaine, à Sunrise. Puis je peux vous dire qu'il y a le fun à voir jouer, mais notre ami Ovi, là, il glisse un peu. Il glisse. On va dire ça comme ça. Oui, exactement. Je peux vous dire que c'était pas une game de playoff. Moi, je l'ai vu très jeune à Québec au championnat du monde de hockey en 2008. C'était au début de sa carrière.
Puis les mauvaises langues diront qu'il glissait beaucoup aussi, puis il glissait beaucoup sur la Grande Allée. Surtout sur la Grande Allée au mois de janvier. Oui. Un peu comme Marc-André Rouleau. On n'en parlera pas longtemps. On n'en parlera pas longtemps de ça, c'est une blague, là. Mais sérieusement, là, les Russes étaient complètement désorganisés pendant ce tournoi-là, jusque dans la ronde des médailles, et là, ça s'était mis à jouer au hockey. Là, je pense qu'on avait mis la clé sur la porte de la Grande Allée. Mais pour revenir aux Canadiens, on donne quand même beaucoup de buts, mais on en marque tellement. Ben là, ce qui se passe, Marco et Mathieu, c'est que je pense que là, nos gardiens ne sont pas extraordinaires non plus. Faut le dire. On les a vantés en début de saison avec raison. Je pense qu'Allen est un petit peu plus irrégulier que je m'y attendais. Je m'attendais pas à des miracles, mais je m'attendais à un Jake Allen comme on avait l'habitude de le voir, c'est-à-dire donner 2 buts, 3 buts. Mais là, souvent, c'est pas régulier. Une bonne performance, deux moyennes. Il a la mauvaise habitude de se faire surprendre. Mais c'est un peu le style de jeu que Martin Saint-Louis voulait aller chercher, du hockey excitant. Hockey excitant à 2-1, oui, mais non. Tant qu'à moi, le monde qui vient au Centre Bell, ça finit 6-5 pour le Canadien. T'as pas mal plus une belle soirée qu'une game à 1-0. Dépendant du 1-0, là, si le gardien fait 45 arrêts, on y pense, les gars, là. Moi, je m'attendais pas que Suzuki et Caulfield produisent autant. Ça, c'est clair. Mais j'étais persuadé qu'on avait quand même une bonne attaque. Puis qu'on marque régulièrement comme ça, c'est peut-être pas tant une surprise, finalement. Quand on y pense, parce que... pas avec le style de jeu que Saint-Louis voulait préconiser. Puis probablement il y a de l'offensive canadien, on s'entend. Là. On s'entend. Puis probablement que... avec Dadonov, là, on a de l'offensive, il a marqué un but. Il a marqué un but incroyable. Il y a un de mes chums là, qui textait là, cette semaine. Dadonov est en feu. Mais... il a joué une bonne période sur 32 là, on cette peut année, bien blaguer avec... C'est sûr qu'il est totalement inutile, mais il était sérieux, lui, des là. très bons moments, par contre. Puis ça, c'est intéressant à l'approche des décisions qui vont s'en venir. On voit qu'il est encore capable d'apporter quelque chose. Évidemment, on le sait là, que c'est pas le gars qui va aller se casser une jambe pour sortir une puck du coin. Mais quand il y a une chance de le mettre dedans, il va mettre dedans. Peut-être s'il trébuche. Moi, ce que je reproche, je passerai pas mon show sur Dadonov, là, mais ce que j'y reproche, c'est pas vraiment son intensité, c'est son manque d'intelligence hockey. J'en reviens pas comment ce gars-là joue mal. Non, mais on dirait que, tu sais, je pensais, moi, que c'était un joueur intelligent sur la glace. Il fait toujours la mauvaise passe. Il rentre, au lieu de rentrer par le côté, il rentre dans le centre, il s'enfarge tout seul. Il me fait capoter, ce joueur-là. Depuis on le sait, Jeff. C'est clairement pas un gars qui est capable de fitter dans un système de jeu. On le voit parce que toutes les organisations s'en débarrassent rapidement. Puis je comprends pas encore comment il a signé un contrat de 5 millions par année. Mais bon, écoutez... mais ça reste que, tantôt Mathieu le disait, j'ai pas entendu tout ce que vous avez dit pendant que j'étais à ma pause, mais le Canadien va être excitant à aller voir jouer. Moi, je parlais à ma fille là, cette semaine, puis on se prévoit un voyage après les fêtes. J'ai dit, Maxime, ça va être le fun pareil, parce que qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, qu'ils soient pas dans les séries, le match va être excitant. Oui, absolument. Ça va être super excitant. La victoire n'est même pas importante. Présentement, moi, honnêtement, là, je regarde même pas pour la victoire, je regarde parce que c'est le fun de les voir. Absolument. Tout à fait. Je pense même pas qu'il y a eu un match pas excitant au Centre Bell, en tout cas. Là. Sur la route, il y a eu des matchs un petit peu plus difficiles. Il y a peut-être le match contre les Devils, là, où est-ce qu'on a moins bien performé. Mais écoute, les Devils, c'est présentement... ça va bien pour les Devils. Ça, c'est une équipe surprise. J'ai remis mes stats à jour avant le show, moi, après-midi, les gars. Là. Puis je m'étais préparé l'autre jour avec... On s'était dit qu'on parlerait peut-être de surprise, déception. Puis les Devils, là, quand je m'étais préparé pour le show, ils étaient 9-3. Ben là, ils sont 15-3. Fait que depuis 2 semaines, ils ont ajouté 6 victoires. Avec Dawson Mercer. L'ancien des Serres. C'est comme Boston qui... Boston est incroyable cette année. 16-2, les gars. Notre ami Claude, il est bien content. Là, même chose pour Boston. Il était 10-2 quand je me suis préparé il y a 2 semaines. Ils sont 16-2. Puis Boston, là, ils ont commencé l'année sans Marchand puis McAvoy. McAvoy n'était pas là. Même, il y en a d'autres. Il manquait un autre défenseur, là, si je ne me trompe pas. En tout cas, Hey, écoutez, les gars, en terminant, je ne veux pas passer sous silence... le gros dossier, là, entre guillemets, depuis le week-end, c'est cette fameuse sortie du livre de Pierre Gervais. Je voudrais qu'on en parle un petit peu. Qui était lancé ce soir. Ouais. Il y avait des joueurs du Canadien invités
Sont-ils Je sais allés? pas s'ils ont cancellé ou s'ils sont allés. Ça dépend à qui. Pat Charity, il a pas dû être là. Non, non, Patch était pas Mais- invité, il n'est pas c'est pour le sûr. Canadien. Mais, tu sais, Oui, mais- vas-y, Jeff, continue. Non, vas-y, Luc. Non, vas-y. mais je me disais, je voulais qu'on en parle, mais pas trop. Non. Dans le sens que, tu sais, c'est probablement 95% des belles anecdotes puis Ben le oui. fun, mais on retient probablement, parce que moi, je ne l'ai pas lu encore, fait que c'est difficile de moi me prononcer. Par contre, moi, je voulais qu'on fasse la réflexion à savoir, tu sais, quand tu es dans une organisation aussi longtemps que ça, puis tu es dans un secret, est-ce que c'est pertinent de dévoiler ça? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il y avait à... J'imagine parce que Pierre Gervais il était apprécié, mais qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Ce que j'ai en entendu tout cas- dire, c'est qu'il avait parlé avec Chantal Maccabé avant qu'elle travaille pour le Canadien de ce genre d'histoire-là, puis depuis qu'elle est avec l'organisation du Canadien, elle aurait donné son hockey. En parlant avec l'organisation, justement, tu sais, le mandat de Chantal Maccabé, c'était que l'équipe soit plus transparente un peu. Puis je pense que ça fait partie de la démarche du Canadien maintenant, d'être un peu plus transparent, même s'il y a des histoires qui sont moins positives. Ben, je pense que, comme tu disais tantôt, 90% des histoires vont être croustillantes puis vont être positives Mais pour le t'amènes- Canadien. C'est un point de vue intéressant. Oui. Parce que moi aussi, aujourd'hui, quand j'y pensais, là, puis encore juste avant de m'en venir, là, j'écoutais les médias de la région de Montréal qui en parlaient. Puis ben, moi, j'avais l'impression que Pierre, il a brisé un peu une loi non écrite, là, que ce qui se passe dans le vestiaire devrait rester là. Mais Certaines choses, oui. Mais Mais- ça serait-tu le can... Parce qu'on a entendu plein d'affaires sur Marc Bergevin, là, comme quoi, tu sais, c'était pas moderne la manière qu'il gérait, un peu contrôle freak, etc. Ce serait-tu une façon par le Canadien de faire table rase sur cette ère-là, puis de vouloir... Repartir à moi, zéro. je pense C'est pas possible que... parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens de l'organisation qui sont encore là, des histoires Oui. qui étaient écrites, en fait. Ben, je pense. Puis on peut penser que ça a été réfléchi avant de l'écrire, là. Ben moi, je pense qu'il y a plusieurs points dans ce qu'on dit. Tout d'abord, comme tu l'as dit, Luc, là, quand tu dis « je l'ai pas lu », là, ben écoute, personne ne l'a lu, le livre. Quasiment actuellement, là, il est sorti, là, puis des lecteurs là, qui lisent un livre en 2 jours, là, il y en a, mais il y en a pas bien, là. Mais j'ai entendu quelques gars en parler aujourd'hui, puis ils ont dit c'est incroyable Ben c'est ça. ce qui est là-dedans. C'est que là, il faut commencer parce qu'il faut se méfier. Les fameux, tu sais, t'es le premier, Luc, puis Marco a pas aimé ça, les fameux sites clickbait. Où est-ce qu'on marque hey, titre, Pacioretty, un pourri, etc. Parce qu'eux autres, ils veulent avoir un clic. Puis là, tu cliques là-dessus, puis dans son anecdote, écoute, il y a un chapitre complet là, dans le livre sur Pacioretty. Alors, puis comme tu parlais de Bergevin, c'est bien écrit parce que moi, j'ai lu l'article de Régent Tremblay en fin de semaine qui parlait Je du l'ai livre. lu. Puis Régent le mentionne très bien que c'est écrit dans le livre que Pierre Gervais, là, il est loin de dire que Bergevin, c'est tout noir. Au contraire, là, Oui. il donne beaucoup, beaucoup de crédit pour beaucoup de choses. Fait qu'il faut prendre le temps de lire, se faire notre propre idée. Puis quand tu demandes est-ce que c'est pertinent, ben, ça dépend pour qui. C'est sûr que pour les amateurs, c'est extrêmement pertinent. Puis moi, je suis content puis j'ai hâte de lire ça. Mais pour en revenir à ce que vous disiez pour l'Organisation du Canadien, moi, je pense pas que Chantal, probablement qu'elle a dit oui, mais peut-être qu'elle s'entendait peut-être pas. Parce que pour des gars dans le vestiaire qui étaient, exemple, avec Dominique Ducharme, tu sais, c'est pas... Je conclue là-dessus, les gars, je vous laisse la parole, là. Quand on fait un genre de livre comme ça, 10, 12, 15 ans après, c'est tel que tel. Tu sais, quand, mettons, là, on sort un livre, mettons, sur Serge Chavard, bon, ben, ça fait 15-20 ans qu'il est parti, on est capable de passer. Ah oui, je me rappelle de tel épisode, ça. Mais là, c'est là, Pierre Gervais, il est parti là, à la fin de l'été. Là. Ils ont acheté un gros pick-up. Ben Exact. Oui, ben oui. Fait que je pense que moi, des gars, tu mets le micro en dessous des gars comme Gallagher, tout ça, puis lui, il veut pas le planter, là, du charme. Ben, il l'a dit aujourd'hui qu'il qu'il sentait pas. Exact. J'ai pas vu ses propos, pas trop à l'aise avec tout ça, tu sais, avec J'ai raison. parce entendu que parler, je me souviens pas des propos, mais... Ben, moi, tu sais, les gars dans le vestiaire, ils ont dit ce qu'il fallait qu'ils disent. C'est Tu correct. sais, Nick Suzuki aussi. ils ont eu la cassette aussi. Là. Je veux C'est- dire, C'est quand même... C'est rapide. On parlait de Suzuki, capitaine à 22 ans, puis là, ben, aujourd'hui, il est un peu sur le spot de devoir répondre à ça. C'est pas nécessaire, là, on s'entend. Là. Ben, moi, je trouve que c'est peut-être rapide un peu, mais pour l'amateur, Pour le lecteur. extraordinaire. Ah oui, Extraordinaire. j'ai hâte de le lire. Oui. Puis Mais- je pense qu'un best-seller, c'est
5 000 copies vendues. Ah, 5 ou 7 000. 5 000, je Ils en ont pense, imprimé 30 quelques mille. Puis ils vont les Ah vendre. oui, ben, ils sont surtout déjà, avant ouais. Noël demain. Absolument. Aucun doute. Et Ouais. Thomas Xavier, en arrière de la caméra, me textait en me disant qu'on fait une émission spéciale puis on va lire le livre en nom. ça va durer 4 heures. Hey, ça va être bon. Chacun un chapitre. Écoute, boys. écoute, Y a-t-il un chapitre sur Dadonov? Non, il n'était pas là l'année Une chance passée. qu'il a pas Il connu n'était pas là Dadonov. l'année passée, malheureusement. Malheureusement, il n'était pas là l'année passée. Ben les gars, tu sais, Luc, Oui. Jeff, quand tu nous as proposé ton plan de match pour asseoir, là, Oui. tu sais, tu nous disais la fin novembre, là, l'Action de grâce Oui, américaine, oui. on en a déjà parlé. Puis le Canadien avait un calendrier vraiment particulier, là, avec une... Puis là, moi, ça me faisait peur. On vient de dire que c'est pas grave s'ils perdent, on s'entend. Ouais. Mais Montréal affrontait Columbus jeudi passé. Un club qu'on était supposé battre. Ça n'a pas full bien Ils été. sont derniers dans la ligue. Le Philly, pas pire, on a réussi à égaliser à 1,9 secondes. Columbus a regagné hier, par contre. On affronte Buffalo mardi, demain. Columbus encore mercredi. Chicago vendredi après-midi, 14h. Puis San Jose mardi prochain. C'était tous des clubs qu'on devait battre, là. Puis encore une fois, ça ne change pas grand-chose dans l'histoire de la saison. Mais j'ai vraiment hâte de voir là, combien de victoires on va ramasser là-dedans. Parce que ça va... Ça, Tu sais comment ça fait, Marco? Hein? Tu vas aller battre les Leafs, tu vas aller Ouais. battre les grosses équipes. je pense que tu vas Puis ramasser tu vas- 4-5 matchs là-dedans, Puis finalement. t'en ramasses Parce- un ou deux. Parce que les autres, ces équipes-là se disent le Canadien est une équipe à notre portée aussi. C'est le moment de s'en sortir. Exact. Tu sais, fait Quand que- j'ai vu le match à Columbus, puis Ouais. j'étais avec Luc d'ailleurs, là, on prenait une bière et on regardait ça. Mais il me semble que contre Columbus, c'est C'est jamais tout à fait- facile. Là, Jamais facile. c'est le canon. pour le Canadien. C'est ça que j'avais On dit. dirait que le Canadien veut entendre. Mais Nous c'est aura jamais dans le le fun tête. comme contre C'est Columbus. Johnny Gaudreau. Comme Phoenix. Oui. On a de la misère à parler, mais Moi, je regardais ouais. ça, je me disais, Weinberg n'est pas là, Patrick Laney est Ouais. blessé, tu sais, ça va être facile. Là. Non, pas facile. non, c'est jamais facile. Hey, les gars, on va s'arrêter là-dessus pour ce soir. Encore une émission très, très agréable en votre compagnie. Merci beaucoup à nos invités qui ont été excellents ce soir. Steve Thériault, des Espoirs Sagnac. On a eu également Danny Chouinard et Patrick Tremblay du hockey mineur de Saguenay et Zachary Gravel des Saguenayens de Chicoutimi. Donc, merci à nos partenaires. Tout d'abord, La Voix Maltais. On est en direct de La Voix Maltais, évidemment, depuis nos débuts. Déjà le 5e épisode ce soir. Panorama Média qui nous aide beaucoup au niveau technique. Best Buy, on les remercie jamais assez. Nos amis de Best Buy Chicoutimi. GI Performance, Luc, tu nous en as parlé tantôt. Et Récupération du Saguenay, que Marco nous en a bien parlé également tantôt. Merci à tous ces gens-là. Merci à vous, les gars. C'est toujours un plaisir de faire cette émission. Merci aux gens qui sont avec nous ici en direct. On a des fidèles auditeurs qui sont là depuis le début, qui sont encore là ce soir. Et merci à Thomas Xavier et à Olivier à la console. Merci, les amis. Alors, on se reparle dans 2 semaines, messieurs. Préparation d'un Dans gros 2 show, là. oui, on là, peut pas l'annoncer tout de suite, non. mais on travaille Surveillez. sur quelque chose. Fait que venez, Puis, ce en sam- espérant. venez aussi ce samedi à Saint-Ambroise Oui. avec Ah. Luc. OK, Thomas, tu peux couper. Et puis les gens qui trouvent qu'on n'invite pas nos collaborateurs assez souvent, Ouais. ben là, c'est parce qu'on a des partenaires, puis on veut parler de toutes les organisations, mais on va revoir tout le monde. Là. On Absolument. s'inquiète pas. Si on avait le temps, on pourrait le faire aux semaines. Mais à un Absolument. moment On est un donné, petit peu victime de notre succès, entre guillemets. C'est une émission aux 2 semaines. On le sait que c'est beaucoup de préparation. On a beaucoup de sujets. On a beaucoup de demandes. Alors, on essaie de parler avec tout le monde. Alors, inquiétez-vous pas. Là, on va revoir nos collaborateurs. On a déjà des plans pour ça. On se revoit lundi, le 5 décembre. Tout le monde, comme disait Edouard Carpentier, si Dieu le veut. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à tout le monde. Bonsoir les boys. Yes. Merci. Salut, Bon salut. match.